C'est ne là que moi connaissais je pas. voulais comprendre qu'est-ce qu'il revendique parce que depuis là, on entend Toumi est dans le pool, il est recherché par voilà l'armée, mais même l'armée dont on parle, c'est la DGSP, c'est la milice privée de Sassou Nguesso. C'est lui-même qui l'a dit qu'il avait ordonné des opérations dans le pool. Donc c'est pas l'armée régulière, c'est la DGSP qui normalement est chargée de sa sécurité, qui l'envoie là-bas pour aller décimer les populations. Alors, Ntoumi continue à rester dans le pool. Je repose la question. Que revendique-t-il? Que veut-il concrètement? Lorsqu'il y a la situation de pauvreté au Congo, vous l'avez déjà entendu parler de la pauvreté au Congo? Mais moi, j'attendais aussi qu'il réagisse sur ce qui vient de se passer. Et peut-être que, bon, il fera la déclaration après. Ce que moi, je n'ai pas compris, c'est que jusqu'en 2015, 2016, il soutenait Guy Brice Parfait Kolela. Il était derrière Guy Brice Parfait Kolela. Le 4 avril, donc après la proclamation des résultats où Sassou Nguesso s'est autoproclamé, a triché, c'est lui qu'on va poursuivre, qui aurait créé des troubles dans Brazzaville. Bah, ça, c'était un épisode. 2021, il ne s'est pas présenté comme candidat. 2026, il se prononce, il a dit qu'il sera candidat. Et il en a le droit parce que la Constitution le lui confère. C'est tout normal. Sauf que l'idée qui avait été mise en avant, c'est de dire désormais, si ça sous blague, ben voilà, le pasteur Ntoumi prendra ses responsabilités. Ça, j'ai entendu ça, j'ai lu tout le temps sur les réseaux sociaux. Et Et donc, c'est quoi ses depuis que ces responsabilités? événements ont eu lieu, moi j'attendais que Ntoumi réagisse, qu'il parle, qu'il déclare tout de même. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont ces combattants qui viennent prendre le micro, qui se filment avec les armes, en train de défier. Je ne sais pas si c'est la DGSP qu'il défie ou c'est la gendarmerie, parce que j'entends d'autres dire on n'a pas de problème avec la gendarmerie, pas avec l'armée. Nous, c'est la DGSP. C'est du tintamarre, c'est de la cacophonie, on ne comprend plus ce qui se passe. Et là, moi, je crains que ces gens-là qui s'affichent pour dire nous sommes là, on vous attend, que demain, évidemment, la DGSP, cette milice privée de Sassou, ouvre prétexte sur ces déclarations pour massacrer encore nos parents qui sont dans le pool. Monsieur Perrin, vous parlez trop tard. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que pensait Sassou, c'est ce que peut-être le pasteur Ntoumi a validé, mais c'est trop tard. Vous savez, je vous parlais du système international. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui parlent, qu'ils défient, peu importe qui sont en train de défier, mais je ne comprends pas. Parce que les images qu'on a eues hier, c'est des images de la DGSP, semble-t-il, sur la route nationale numéro 1. On a renvoyé les véhicules. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de parler. Vous voyez les autocars. Il y a un autocar commercial qui est passé. Et avant l'autocar, il y a un premier véhicule qui est passé qui a même klaxonné. Alors, ces éléments de la DGSP sont où? Sont-ils allés réellement chercher ces gens-là ou ils sont allés brûler les motos? Mais pourquoi seulement? Comment ils ont su qu'il y avait des motos là-bas à brûler puisqu'ils étaient à Et Brazzaville? ils ont dit Ils qu'ils étaient... sont même arrivés jusqu'à Chentoumi. Non, ce qui se passe actuellement, il faut qu'on prenne date parce que dans 2 matins, on va se retrouver. Hmm. Je sais que les partisans de Ntoumi viendront taper là, ils vont commenter, ils vont insulter comme ils ont l'habitude de le faire. Mais nous allons prendre date parce que moi, je ne peux pas comprendre que ces jeunes soient-ils armés, plus puissants, je ne sais que qui d'autre, s'affichent avec les armes. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Les images C'est là où je, existent, ça circule. c'est là où je Ils veux en s'affichent, venir, Monsieur Perrin. voilà, ils s'affichent avec les armes de guerre. Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso, le tyran de Brazzaville, va se servir de ces images pour montrer à la communauté internationale que c'est Et des c'est de ça que je terroristes. vous parle. C'est trop tard. C'est trop tard. Bonjour Didier Mouni Volo. Bonjour, Monsieur Perrin, et merci pour cette invitation.
Merci, vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, grand merci de nous rejoindre sur ce plateau pour tenter d'analyser le discours du général Serge Oboa qui, en s'adressant aux éléments de son unité de la garde présidentielle, a saisi l'occasion pour faire passer un message inquiétant à la population congolaise. Ce discours peut être perçu comme une menace de mort envers les Congolais qui oseront contester les résultats de l'élection présidentielle prévue pour mars 2026. On assiste également à une requalification du terme Kuluna qui désignait initialement les jeunes délinquants présumés. Comme vous le savez, le tyran de Brazzaville a donné des ordres pour exécuter sommairement les jeunes soupçonnés de délinquance sans procès. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. J'ai ordonné qu'elles interviennent aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elles interviennent lors des opérations dans le pool. Désormais, cette désignation s'étend aux opposants politiques, notamment ceux qui tenteraient d'organiser des réunions politiques à leur domicile sans autorisation préalable du préfet sous prétexte de nuisance sonore. Ceux qui vont organiser les meetings dans leur parcelle, c'est leur droit. Mais si vous faites du bruit, nuisance sonore, on vient si vous arrêtez chez vous dans votre parcelle, vous dérangez les voisins. Ça sera comme ça. Donc vous faites votre choix. Tu boudes en silence, dans ton cœur. Et nous on avance, j'ai dit. Voilà, cette requalification vise également tout citoyen congolais qui envisagerait de contester les résultats du scrutin présidentiel de mars 2026. Cette déclaration faite par Serge Oboa, surnommé le boucher de Brazzaville, s'est déroulée à l'occasion, bien entendu, de la remise des galons aux nouveaux promus de son unité. Plus de 300 éléments ont été promus. Vous avez compris le message? Ces éléments ont été conditionnés pour la répression qui va avoir lieu lors de ce scrutin, surtout si vous contestez. C'est le message que Serge Oboa a voulu passer. Aux élections, je rappelle que j'insiste, le match se joue au stade, pas dans la rue. Dans la rue, c'est avec autorisation. Non, on dit que bon, on a fermé le stade, bon, nous on joue dans la rue. D'accord. C'est le préfet qui délivre l'autorisation. Si ce n'est pas fait, la loi s'appliquera. Sans état d'âme. Dites ça à vos parents. Dites ça à vos enfants. Dites ça à vos frères. Et donc, je vous propose de suivre ce reportage de Vox TV sur la cérémonie de port de galon des nouveaux promus. À l'occasion de la cérémonie de port des insignes des grades, le 10 janvier à l'esplanade du stade de Kintélé à Brazzaville, destiné à 308 officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers promus pour le compte du tableau d'avancement du premier trimestre 2026. Le conseil spécial du chef de l'État, directeur général de la sécurité présidentielle, le général de brigade Serge Oboa, a rappelé que tout sera mis en œuvre pour garantir la paix et l'ordre public en 2026. C'est la première cérémonie que nous patronnons avant l'échéance majeure de mars 2026. Le président de la République au Péon d'âme 2025 disait, je cite, « Les élections devront se dérouler dans la paix, la quiétude et la transparence. » À vous, les nouveaux promus, il faut intérioriser cette instruction du chef suprême des armées, président de la République du Congo. Nous ne tolérerons pas qu'un individu ou un groupe d'individus puisse oser remettre en cause la paix chèrement acquise. Pas de trouble à l'ordre public. Un match se joue au stade,
pas dans la rue. Le stade, pour nous, représente les urnes. C'est l'unité la mieux équipée de toute l'armée congolaise, de toute l'armée du pays. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais je voudrais qu'on commente d'abord les propos, sinon la déclaration de Serge Oboa, qui estime, parce qu'en fait, dans son discours, comme qui dirait, c'est une stratégie, en fait, il a commencé d'abord à vanter son opération qu'il a commencé depuis 4 mois, qui est, selon lui-même, un succès. Il connaît, voilà, les Koulouna, et d'ailleurs, il tense même ceux qui pensent qu'il y a des innocents qui sont, voilà, exécutés, les papas ou les mamans des innocents, comme il le dit lui-même, alors que tout le monde sait que ces exécutions se font sans procès préalable. Alors, quel commentaire vous inspire ce discours de Serge Oboa? Alors, quel commentaire m'inspire le discours de Serge Oboa? Globalement, parce qu'après, on va prendre volet par Oui, volet. je vous avoue que ce discours me renvoie plutôt de l'étonnement parce que j'étais assez surpris quand j'ai écouté ce discours, mais j'ai eu un doute en disant, mais c'est bien Serge Oboa, mais à quel titre il fait ce discours, il se fait menaçant. Et au final, ce discours m'inspire plutôt de la pitié, sincèrement de la pitié pour notre pays, de voir n'importe qui venir devant les gens et puis se mettre à menacer comme ça. Et je me demande même si vous invitez Serge Boa et que vous lui repassez la bande, est-ce qu'il sera capable lui-même d'analyser ce qu'il a dit? Je suis vraiment sûr et certain qu'il se demandera même lui-même si c'est lui qui l'a dit, puisque c'est un discours qui ne veut absolument rien dire. De ses fonctions, voilà, c'est pas son rôle. Et du coup, je pense qu'il a été dans une espèce de délire. Hein. Ça m'a évoqué plutôt quelqu'un qui doit avoir une bouffée délirante. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, qu'est-ce qu'il avait fumé, qu'est-ce qu'il avait bu pour venir parler comme ça. Mais en même temps, une certaine inquiétude pour ceux qui vont tomber dans le piège de la provocation de Sassou et de Boa. Parce que après ce discours, la suite, ça va être quoi? Ça va être une série de pièges, de provocations que Oboa et Sassou vont tendre aux Congolais. Et s'ils tombent dans le piège, évidemment, tout ce qu'il a dit, c'est les prétextes qu'il va utiliser. Sous Oui, mais prétexte de pardon, manifestation. est-ce qu'on peut penser que cela est dû aussi à la difficulté qu'il avait à agencer, à coordonner ses idées, qu'il pouvait raconter tout et n'importe quoi? Mais vous savez, Oboa, ce n'est pas quelqu'un de construit. Il n'est pas structuré, il n'est pas construit. Et on le sent quand on entend son discours, quand on entend comment il parle. On voit bien que c'est un monsieur qui ne maîtrise pas, alors qu'il est dans les hautes fonctions militaires de notre pays, il ne maîtrise pas les procédures judiciaires, il ne maîtrise pas les procédures administratives. Donc, c'est quelqu'un qui veut impressionner. Il est à la fois devant les promus, il faut qu'il montre que c'est lui le chef, c'est lui le boss, c'est lui le général. Mais en même temps, Oboa ferait mieux. Mais d'ailleurs, comme tous les généraux congolais, sans exception, comme tous les généraux congolais, il ferait mieux de se rappeler que le grade de général dans toutes les armées du monde, je dis bien toutes les armées du monde, c'est quand on a été en opération militaire face à l'ennemi. Et l'ennemi, c'est qui? C'est l'étranger. Il n'y a pas de gloire. Vous ne verrez pas dans les annales de l'histoire des armées, qu'il s'agisse en Afrique. Vous savez, vous avez eu des grands soldats qu'on a étudiés à l'école, M. Perrin, mais on ne se rappelle plus. C'est le général Sundiata Keïta et le général Soumanguru Conté. Ce sont deux grands chefs militaires. Donc, ils sont entrés dans l'histoire générale de l'Afrique et de l'humanité en tant que deux grands officiers. Toussaint Louverture, je ne vous prends que des exemples noirs. Toussaint Louverture ne s'est pas rendu célèbre parce que c'est Toussaint Louverture, mais parce qu'il a mis en déroute les troupes de Napoléon.
la première puissance militaire à l'époque, hein, la grande puissance militaire de Napoléon, a été mise en déroute par Toussaint Louverture. C'était un grand général. Oui, mais là, finalement, je suis en droit de vous poser la question. Que représentent finalement les grades ou les galons de général? C'est quoi concrètement? Au À quel Congo? moment on devient général? Mais au-delà, à quel moment on devient général? Mais les grades qu'on obtient depuis l'école, je crois que c'est jusqu'au grade de lieutenant. Caporal, chef, lieutenant, donc on va à l'école, on évolue. Mais au-delà de lieutenant, ce sont des grades qu'on obtient, ce sont des promotions suite au service rendu, pas à un individu, suite au service rendu à la nation. Étudiez toutes les guerres. Quand vous étudiez les guerres, le maréchal Pétain, de Lattre de Tassili, le général Leclerc, ce sont des gens qui obtiennent des galons quand ils ont été dans des opérations militaires. Je vous donne une exception qu'on aurait eue au Congo. On aurait le plus grand gradé congolais serait certainement le colonel Nzalakanda, parce que c'est lui qui a été envoyé au Tchad et qui a été, si je ne me trompe pas, qui a commandé les troupes d'interposition entre le Tchad et la Libye. Une opération risquée, hein, attention. Hein. Les soldats libyens comme les soldats tchadiens pouvaient agresser les troupes sous le commandement de Nzalakanda, qu'on appelait les 36e BIM. Et d'ailleurs, dans l'histoire populaire au Congo, on raconte que lorsque Nzalakanda rentre avec les 36e BIM, Sassou n'avait qu'un rêve, c'est dissoudre ce groupe-là, parce que il en avait tellement peur. Donc, Nzalakanda, colonel, qui revient après une telle opération, oui, on lui donne le galon de général. Et il pouvait terminer général d'armée, ne serait-ce que pour ce fait-là. Après, nous ne sommes pas un territoire où on fait beaucoup de guerres. Les généraux américains, regardez l'actualité de l'armée américaine. Lorsqu'un général commet un colonel commet des bévues et autres, qu'est-ce qu'on dit? Oh, il vient d'enterrer ses chances de devenir général. On n'est pas général inter-armes 4 étoiles aux États-Unis en restant dans les bureaux du président américain ou encore en restant seulement dans les bureaux de l'état-major. Ce sont ces gens-là qui font le tour des opérations militaires américaines dans le monde qui obtiennent ces galons-là. C'est les gens qui parlent. Quand on vous parle du général Eisenhower, parce, voilà, on sait de qui on parle. Mais nous, les Angolais peuvent arriver à Tchambanzassi, tout le monde fuit. Les troupes incontrôlées de la RDC sont le long du fleuve jusqu'à l'île Mbamou, venir faire la pagaille. Personne ne va les contrer. Kimongo, c'est devenu la supérette des militaires angolais. On ne voit ni Oboa, ni Okoy, ni je ne sais pas le général Obami et tout, mais ils deviennent des généraux. Et vous avez un très célèbre, c'est comment on l'appelle, Edgar Guesso, qui est devenu général en restant assis dans un fauteuil de la présidence de la République. Il n'y a que dans notre pays ou en Afrique, mais surtout dans notre pays, qu'on voit des choses comme ça. Mobutu a fini maréchal parce que Mobutu a été quand même sur les champs des opérations militaires face aux gens qui voulaient emmerder son pays. Donc, oui, lui, il allait même sur le terrain. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée congolaise soit une armée à pyramide inversée, s'il faut le dire comme ça, ou renversée, parce qu'il y a beaucoup plus d'officiers que des hommes de troupes. Voilà. Oui. Mais vous savez, vous dites, qu'est-ce qui explique? Mais en fait, jusque-là, nous, on a toujours eu une bonne armée. Mobutu avait peur de l'armée congolaise. Les Angolais avaient peur de l'armée congolaise. Sous Ngouabi, aucun militaire angolais ne pouvait arriver à Tchambanzassi. Et il y a eu, dans l'histoire des relations entre le Congo et l'Angola, avec l'histoire des FLEC, par exemple, les FLEC à Pointe-Noire, les FLEC à Kimongo surtout, parfois même à Dolisie, l'armée angolaise avait des velléités de vouloir poursuivre le front de libération de l'enclave du Cabinda, les FLEC, à Pointe-Noire ou dans la zone de Kimongo. Mais ils ont toujours été repoussés par l'armée congolaise. Sous Ngouabi, les gens avaient peur de notre armée. Mais le problème, c'est certainement du point de vue de l'analyse socio-militaire, le problème c'est que c'est cette armée-là
depuis que le PCT avait pris le pouvoir. Mais le PCT, c'était quoi? C'était le parti aussi des militaires. C'est l'arrivée des militaires au pouvoir. Ces militaires qui caressaient de prendre le pouvoir, certainement sous Youlou, mais surtout sous Massamba Deba, avec Marien Ngouabi et son groupe. Quand ils arrivent au pouvoir, évidemment, il y a des tensions entre eux. Et c'est de notoriété publique que Marien Ngouabi a été tué par l'armée congolaise. Et que Sassou lui-même a utilisé cette armée pour écarter Ngouabi, pour écarter Yombi. Donc, c'est une conséquence logique en sciences politiques ou quand on parle de l'art militaire. Dès lors que ça fait 2 fois que Sassou utilise l'armée pour écarter Ngouabi et pour écarter Yombi, qui étaient deux bons grands officiers, eh bien, ce que Sassou peut faire en ce moment-là, c'est désorganiser l'armée. C'est automatique. Dans les dictatures comme les nôtres, le chef qui arrive, surtout qu'il a utilisé l'armée, il ne fait plus confiance à cette armée-là. Donc, souvent, nous, les Congolais, à tort, j'ai envie de dire, on tape sur l'armée en général, mais en réalité, ce n'est pas l'armée en général. C'est une fraction de l'armée, c'est l'armée dans l'armée, c'est-à-dire l'armée au service de Sassou Nguesso, donc la DGSP, qu'on va hyper armer plus que l'armée nationale, parce que les autres militaires qu'on ne peut pas contrôler, inutile de bâtir une stratégie militaire avec eux. Parce qu'il en a peur. Sassou a peur de l'armée congolaise, donc il va créer son armée à lui. Et son armée à lui, on est quoi? Autour de 300, 400 ou 500 bonhommes. Et d'ailleurs, dans une interview, Sassou, pendant la conférence nationale, il avait dit j'avais 500 ou 1000 militaires chez moi, il suffisait de donner l'ordre, ils arrêtaient la conférence nationale. Donc, il a créé son armée. Et ce que les Congolais ignorent, peut-être parce que certains ont la mémoire courte, mais on l'a évoqué sur votre chaîne, M. Perrin. Quand Lissouba arrive au pouvoir, mais Sassou se retranche à Oyo avec son armée. Je vous ai dit encore, demandez à Dabira, il était dans quelle compagnie militaire quand Lissouba était au pouvoir. Demandez à Dabira. Demandez à certains militaires Mboshi, nous on est de Brazzaville. On les entendait dire, on ne peut pas servir le pouvoir de Lissouba. Mais ce n'est pas le pouvoir de Lissouba, c'est la République. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut que tout le monde se pose la question, les militaires, les policiers, les gendarmes, les médecins, les enseignants, les journalistes, nous, les universitaires, la société civile. Sommes-nous une république ou bien sommes-nous seulement un ensemble d'ethnies qui cohabitent les unes à côté des autres? Si nous sommes une république... Didier Mounivolo, tout à l'heure, vous avez rappelé qu'il y a des militaires qui disent qui disaient on ne peut pas servir Lissouba, alors que ils ont juré, je crois, c'est comme ils le disent, hein, ils prêtent serment sous le drapeau. Servir, voilà, pour servir la nation, protéger la nation congolaise contre les agressions extérieures. Mais de plus en plus, on a désormais une armée, peut-être que je suis mal placé de le dire, mais j'ai suivi quand même un certain nombre d'activités de cette armée. Nous sommes face à une armée aujourd'hui tribalisée. C'est une unité, à la rigueur, c'est une milice privée de Sassou Nguesso qui est la mieux dotée. Après, il faut qu'on vienne me démontrer le contraire ici, parce que je le dis simplement, dans les années 2009-2010, j'ai été invité à aller faire un reportage à Pointe-Noire quand Denis Sassou Nguesso avait ordonné de désarmer la base de Pointe-Noire. C'est-à-dire de récupérer toutes les armes de Pointe-Noire et de les transférer à Tchambitio. Tchambitio, vous savez, c'est le camp où on forme les miliciens de Denis Sassou Nguesso. Et c'est là-bas qu'ils ont amené ces armes. Et un fait curieux, c'est qu'ils avaient même interdit à tout militaire, tout soldat, le dire, ce n'est pas être sectaire, à tout soldat originaire de la partie sud de porter une arme. C'était une interdiction. Je ne sais pas si ça a encore changé. Donc, en fait, Denis Sassou Nguesso, qui arrive ou qui reprend le pouvoir par les armes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il sait ce que représente l'armée dans une nation, dans un pays. Et donc, ce qu'il a fait, c'est de déstructurer cette armée, de l'affaiblir,
en reconstituant une unité, une milice privée, aujourd'hui la DGSP, qui est en train de faire la loi au Congo, tout le monde est en train de voir, et c'est une unité qui n'obéit à aucune règle. Ceux qui sont en train de nous écouter peuvent observer sur le terrain, quand Oboa vient parler, s'adresser aux Congolais, à qui il dit désormais, si vous faites ainsi, vous nous trouvez sur votre chemin. Le jour où vous allez contester les résultats de la présidentielle, vous nous trouverez, vous serez considérés comme des Koulouna. Quand on a dit Koulouna, vous avez compris ce que ça veut dire. Alors, moi, je me pose donc la question de savoir où est passée l'armée, même quand on l'a déstructurée. Où est-elle passée? Elle s'est effacée, là, l'armée congolaise. Vous savez, je vais vous citer le général Poignet, et je crois que j'avais déjà dit cette phrase-là sur votre chaîne. Le général Poignet dit qu'on l'avait accusé de vouloir faire un coup d'État, et il dit, mais sauf que on m'accuse de vouloir faire un coup d'État, je suis arrêté pendant les interrogatoires. Il explique qu'il est un officier militaire. S'il doit faire un coup d'État, il fera le coup d'État avec des militaires en bonne santé et bien formés. Lui, il a des militaires sous ses ordres. Il dit, c'est vrai, mais ils sont tous malades parce qu'il est directeur de l'hôpital militaire à l'époque. Voilà, vous voyez, donc il dit, on m'accuse de vouloir faire un coup d'État alors que je n'ai sous mes ordres que des militaires malades. Dans quelle armée on fait un coup d'État avec des militaires malades? D'ailleurs, même les armées pendant les guerres, quand les militaires sont fatigués, ils font des trêves, ils font... Mais vous dites où sont passés les militaires congolais? Mais les militaires congolais sont toujours là, ils sont au Congo, ils sont partout, à Brazzaville, à Ouando, à Ouesso, à Pointe-Noire, à Kinkala, ils sont partout. Mais le problème, c'est ce que vous avez dit. Denis Sassou Nguesso a demandé que tous les militaires soient désarmés. En fait, c'est un fantasme, hein, attention. N'oubliez pas que je vous ai toujours dit, Sassou est un narcissique. Donc, c'est comme ça qu'il pense les choses. Et autre chose, par exemple, tous les officiers qui étaient restés en fonction sous l'Issouba, quand Sassou est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Et les désarmés, c'était aussi les mettre dans la police. Vous verrez que tous les bérets noirs, les bérets verts, les bérets rouges, les bérets bleus, qui étaient en service sous l'Issouba, ce n'étaient pas les gens du parti de l'Issouba, ils font partie de l'armée et ils font leur travail. Hein, c'est pas, voilà. Mais le fait qu'ils ont accepté de continuer à rester dans l'armée sous l'Issouba, Sassou les a reversés dans la police où ils ne vont gérer que des petits pistolets. Et ce n'est pas avec un pistolet qu'on ira faire, qu'on ira défendre la République. Et c'est ça qui nous fragilise aussi face à des armées comme l'armée angolaise, face à d'autres armées. Prenez un exemple. Maintenant, c'est fini. Mais quand il y avait beaucoup de Congolais de Brazzaville au Gabon, qu'est-ce qui se passait? La gendarmerie gabonaise pouvait ramasser 50, 80, 100, 150 Congolais et traverser la frontière pour les balancer, les jeter dans le premier village à la frontière. Vous vous rappelez de ces épisodes-là? Mais quand vous avez... Mais là encore, vous parlez de ces épisodes, il y en a encore qu'on peut aujourd'hui rappeler aux Congolais, c'est un peu l'incursion de l'armée angolaise à Tchambanzassi, où les Angolais ont abattu le chef de village et son secrétaire, sans que l'armée congolaise ne réagisse, même pas un discours, même pas un mot. Et dans le même temps, bon, je ne m'en prends pas à l'armée parce que je sais qu'évidemment, il y a des soldats bien formés, mais moi j'entends souvent ce petit bruit-là, les AET. Quand j'entends AET, je me dis, mais c'est quand même des gens qui ont été bien formés. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on peut venir vous agresser chez vous, abattre un chef de village, donc l'autorité établie par l'État, et son secrétaire général a battu à bout portant, et ces Angolais repartent chez eux sans que le Congo n'agisse. Dans le même temps, je vais terminer par là, même armée est capable de retourner les armes de guerre contre des citoyens congolais civils, non armés, inoffensifs. Alors, il faut savoir que ce n'est que dans les films d'Hollywood, Rambo, Commando, Terminator, où on voit un soldat, Rambo, qui décime tout un camp militaire. Dans la réalité, même si vous êtes le meilleur des soldats,
Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on vous dit, tiens, il y a des otages militaires américains au Vietnam et tout. Oui, dans la vraie vie, dans la réalité, il y a le rapport de force. Si vous êtes 10 à avoir une Kalachnikov et qu'en face, vous avez 20, 30, 40 personnes qui ont des bazookas, qui ont des lance-roquettes, vous ne tiendrez pas. C'est le rapport de force. Aujourd'hui, les Américains et les Israéliens dans le Moyen-Orient, mais les Américains, ils terrorisent tout le monde avec le F-35 parce que c'est un avion qui peut voler au-delà de Mach 2, c'est un avion qui peut se rendre furtif, c'est un avion qui survole la plupart des pays sans que ces pays-là ne puissent avoir les moyens anti-aériens pour les abattre. Le Rafale, pareil, c'est un avion assez redoutable. Donc, c'est ça le rapport de force. On peut avoir des militaires bien formés, des AET comme on les appelle. Hein. Et d'ailleurs, l'école des cadets, c'est pas une école congolaise. C'est une école de l'Afrique centrale, de l'Afrique équatoriale française pour former les sous-officiers et les officiers. Et c'est une formation de grande qualité. Vous avez des Camerounais, des Gabonais, des Centrafricains, des Tchadiens qui ont été formés dans cette école. Cette école nous a donné 2 présidents de la République, Mariam Gwabi, puis Yombi Opango. Cette école nous a donné des grands cadres militaires. Mais quand vous êtes dans un processus pervers, narcissique, comme celui de Sassou, qui consiste à détruire, attention, dans les années 80, Sassou voulait fermer l'école des cadets. Hein? Sassou a voulu fermer, et c'est Yombi Opango qui lui a dit, mais il faut avoir un gros problème pour fermer cette école. Donc, Sassou n'a jamais aimé l'école des cadets, il n'a jamais aimé les AET, parce que bon, peut-être il voulait lui-même. Il n'a jamais voulu d'une armée bien structurée. Mais parce que, au-delà des problèmes politiques, il faut aussi comprendre que Sassou a aussi un sujet avec nos militaires. Écoutez Sassou parler au mari de sa nièce, François Soudan. Écoutez-le quand il parle. Sassou dit qu'il a été discriminé pour entrer à l'école. Il a été discriminé dans ses études militaires à une époque où c'était l'administration coloniale qui ne discriminait personne. Parce que si à cette époque-là, il y avait de la discrimination à l'école, Sassou serait discriminé, mais ne vous inquiétez pas. Au nom de quoi? Enfant de pauvres. Mais qui était enfant de riches à l'époque? C'était personne, puisque c'était l'administration coloniale. Donc, Lissouba serait discriminé, Massamba Deba serait discriminé, Jacques Opango serait discriminé, Yombi Opango serait discriminé. En sorte, il voulait trouver des excuses à ses échecs. Mais il est jaloux. Il faut comprendre, Sassou a toujours été jaloux de Mariam Gwabi, jaloux de Yombi Opango, jaloux de tous ses aînés, comment on appelle ça, les Pascal Lissouba. Il y a eu une forme de jalousie. Si on reste dans le domaine militaire, il jalousait ces militaires-là. Ce qui fait que quand il arrive, mais son but, c'est de détruire cet instrument qu'il a tellement aimé, mais qu'il n'a jamais eu. Et quand Sassou est dans l'armée, mais qui connaît Sassou? Et pourtant, on connaît, comment vous l'appelez? On connaît Ikoko, on connaît, comment on appelle, Diawara, on connaît Kinganga. Donc, les militaires réputés à cette époque-là, on les connaît. Mais jusqu'en 1979, quand Sassou prend le pouvoir, tout le monde posait la question. Moi, je me souviens, j'étais tout gamin. Les gens demandaient, mais c'est qui ce Sassou Nguesso? Il sort d'où? C'est un Congolais? Sassou prend le pouvoir en 1979, personne ne le connaît. Alors qu'on connaissait les Katali. Katali, on le connaissait. Pierre Ranga, on les connaissait. On le connaissait parce que c'est des grands militaires. On va évoluer, Didier Moigny-Volo. Il s'est entouré des miliciens, il faut le dire comme ça, des cobras, parce que Serge Bois, qui est en train de faire la loi actuellement, en violant bien sûr la Constitution, on l'a vu aux côtés bien sûr de Denis Sassou Nguesso lors du coup d'État militaire de 1997, les photos existent. Et donc il a constitué une unité comme ça, une milice privée, il faut l'appeler comme ça, qu'il a dopée et qui fait la loi actuellement. Ce monsieur s'est permis de s'adresser aux Congolais alors qu'il n'a aucun mandat électif. Il n'est responsable d'aucune institution. De quel droit s'est-il permis de s'adresser aux Congolais pour leur dire désormais si vous faites ci, vous me croisez, vous faites ça. Est-ce que ça peut s'expliquer? Oui, ça peut s'expliquer dès lors que c'est la suite de ce que nous disions tout à l'heure. Dès lors que Sassou déteste les cadres civils comme militaires,
il déteste les cadres militaires, il est complexé de ce que ces cadres militaires représentent, parce que vous les trouvez un peu partout, hein, des gens qui veulent être dans le cercle, par exemple, des écrivains, dans le cercle des philosophes, mais la nature ne les a pas dotés du matériel psychique, intellectuel pour en être. Alors, soit il accepte, il fait avec et il est quand même avec eux, soit il va constituer un groupe des médiocres pour taper sur ce qu'il jalousait. Attention, il ne faut pas qu'on confonde M. Perrin. Quelqu'un peut détruire quelque chose juste parce qu'il aime tellement cette chose qu'il ne peut pas acquérir, eh bien, il ne laissera ça à personne. L'expression que les musiciens congolais de deux rives chantent souvent, que Likaku soka si Likaku alembi kobuka mbuma na nzete akoyebisa baninga na ye nyonso ke mbuma wana eza bololo. Le singe, qui est le plus grand frugivore, quand il n'arrive pas à cueillir un fruit sur un arbre, il dira aux autres animaux que ce n'est pas un bon fruit. Donc, un peu la politique de la terre brûlée aussi. Hein. La stratégie de Sassou, c'est de montrer que ça, c'est mauvais, du fait qu'il ne peut pas atteindre ça et il va le détruire. Il ne le détruit pas parce qu'il le déteste, mais il détruit parce qu'il en voulait. Moi, je suis persuadé, et il le dit lui-même hein, dans ses annales, dans ses mémoires, que Sassou aurait voulu faire des études universitaires. Mais c'est pour ça qu'il vous crée une université, Sassou Nguesso. C'est pour ça qu'il participe au doctorat. Il aime recevoir les doctorats honoris causa. Mais en même temps, il détruit l'université, l'éducation nationale, parce que chasser le naturel, il revient au galop. C'est dans son psychisme. C'est tellement fort qu'il fait, il détruit, il fait, il détruit. Et donc, c'est comme ça qu'il a détruit notre armée. Et il a créé une armée de Mamadou. Je vous cite deux noms. Nyangambwala est semi-analphabète, mais il est général. Donc, Nyangambwala va admirer qui? Mokoko? C'est pas possible. Ntsuru? C'est pas possible. Il va admirer Sassou. Parce que malgré son semi-analphabétisme, Sassou a fait de lui un général. J'ai écouté le discours de Serge Oboa. Je n'ai pas envie de m'attarder sur un discours d'une telle médiocrité, même si je prends en compte le discours pour réfléchir sur la suite de mon pays. Mais quand vous voyez ce monsieur, quand vous entendez son discours, il ne connaît même pas la concordance de temps en français. Ce discours a été prononcé, je ne sais pas si les Congolais se sont rendus compte, dans un français mais moyen, de quelqu'un qui est arrivé peut-être au lycée, ou s'il ne s'est pas écrasé en troisième, il est arrivé peut-être en seconde ou en première. Qui a révolutionné la médecine? C'est la médecine de guerre, c'est les militaires. Les militaires ont des cadres très bien formés. Quand vous entendez un chirurgien des armées, ah non, il est des hauts niveaux, même au Congo, hein, je vous parle au Congo. Le général, ce n'est pas... Et oui, donc, on peut avoir raison, parce que l'armée, c'est aussi un grand laboratoire de recherche scientifique, on voit ça chez les autres. Mais je ne sais pas si au Congo, nous avons même des laboratoires, ou y a-t-il des recherches qui se font? Je ne pense pas. Mais moi, je veux qu'on revienne sur Serge Oboa, qui finalement s'est même permis de dicter certaines restrictions des libertés publiques aux Congolais. Vous les parents des innocents, revendiquez dans les parcelles. C'est dans la rue, la loi s'appliquera sur vous. Faites vos marches dans vos parcelles, tournez les parcelles avec les pancartes. Déjà, ce n'est pas à libérer. Dans la rue, nous allons vous traquer. Vous êtes des complices, des bandits, comme vos enfants. Nous tenons à vous le dire solennellement. Ceux dont nous allons interpeller subiront la force de la loi, sans état d'âme. Quel est votre rang, votre qualité? Et je me posais la question, qui lui a donné ce droit finalement? Il y a deux choses dans ce que Oboa vous dit. Oboa, ce droit, c'est Sassou qui le lui a donné. Et Sassou a donné peut-être 10 cm de droit. Mais comme vous êtes dans un système de vide total, en fait, le discours peut être menaçant, mais c'est la place du ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice qui dit « Nous irons chercher les voyous jusque dans leur dernier retranchement ». C'est le ministre de l'Intérieur qui peut le dire, ou encore le Premier ministre, ou un membre du gouvernement. Le directeur général de la police peut tenir ces propos-là, ou de la gendarmerie, parce que son chef hiérarchique le lui a demandé.
Mais Oboa, en tant que directeur de la sécurité présidentielle, il n'a pas ce rôle dans l'espace public. Mais puisqu'il y a un vide, à la limite, M. Perrin, il faut que les journalistes au Congo posent la question au directeur général de la police. Si c'est Oboa qui va maintenant traquer les voyous, les délinquants, jusque dans leur dernier retranchement, mais que fait la police alors? Pourquoi on a un budget pour la police nationale? Vous avez bien, au sein des corps de la police, une brigade anticriminalité. Alors, elle sert à quoi? Si c'est Oboa qui fait le job. Au niveau de la gendarmerie, pareil, si c'est Oboa qui fait le job. Oboa s'est octroyé des droits dans un espace de vide administratif et de vide juridique. Quand je dis le vide, ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Quand on vous dit le chaos ou le néant, ça ne veut pas dire que dans le chaos, il n'y a rien. L'anarchie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Non, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des fonctions pour assumer cette charge au niveau public, mais qui ne le font pas. Et comme la nature a horreur du vide, eh ben, il s'est engouffré. Monsieur Perrin, nous étions combien à mettre en garde les Congolais? Nous étions combien à dire attention, ce n'est pas parce que la justice ne fait pas son travail. Sur votre chaîne, je l'ai dit. Ce n'est pas parce que la police ne fait pas son travail, ce n'est pas parce que la gendarmerie ne fait pas son travail qu'on doit demander à la sécurité présidentielle d'aller se balader comme ça dans les rues et d'assassiner les gens. Attention aux dérives. Combien de femmes pleurent leurs enfants perdus aujourd'hui au Congo? Même Coliné Makosso, question de la journaliste Mabiala, au sujet des bavures, au sujet des maisons cassées, des motos des innocents. Réponse du Premier ministre. Soyez rassurés, Madame la journaliste, que le moment venu, l'État, en toute responsabilité, évaluera l'action qu'il a entreprise, en toute responsabilité, je le dis encore, et saura, s'il y a des réparations à faire, saura faire les réparations civiles nécessaires. Ça, c'est une réponse de voyou. C'est pas une réponse banalisation carrément des crimes, et c'est le Premier ministre qui dit ça. Coliné Makosso, je sais qu'il a une église. Il a déjà ressuscité combien de morts? Pour dire que si on se rend compte que ce jeune homme a été tué par erreur, moi, je peux intercéder auprès du Père Tout-Puissant pour que ce jeune revienne à la vie. Vous voyez comment on joue avec le pays? Vous avez des gens qui ne comprennent pas ce que c'est la République, ce que c'est l'État, ce que c'est la nation, ce que c'est la gestion de la chose publique, et à qui on a confié la destinée de toute une République. Et aujourd'hui, les pauvres parents et mamans sont en train de pleurer leurs enfants arrêtés par cette DGSP qui ont disparu et qui sont des innocents, confirmés par tout le monde, reconnus par le Premier ministre, puisque la réponse qu'il donne à la journaliste Mabiala, il reconnaît qu'on tue des innocents, parfois qui n'ont rien fait, on casse des maisons, des gens qui n'ont rien fait, ou on brûle les motos, des gens qui n'ont rien fait. Il le reconnaît puisqu'il dit, le moment du bilan, quand on saura que c'était des innocents, nous verrons. Mais oui, est-ce que vous allez racheter les motos, reconstruire les maisons? Ça encore, on peut le faire. Mais ressusciter les morts, mais ressusciter les morts, évidemment. Dans le même sens, nous avons l'article 205 de la Constitution congolaise qui dispose que la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Il se trouve que le général Serge Oboa, si je peux encore lui conférer général, bon, mais moi je mets ça entre guillemets, le général Serge Oboa s'est permis de déclarer qu'ils sont habitués à marcher, ils vont continuer à marcher. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il voulait dire, en fait. Il rappelle le programme. Mais lui-même, il rétropédale parce qu'il a compris qu'il est en train de prendre une tangente glissante. Yeah. C'est une façon de prendre... Marchons seulement. Et donc, moi, la question que je posais, c'est de savoir, voilà quelqu'un qui a déjà affiché son appartenance, et de toute façon, ce n'est pas la première fois. Serge Oboa l'a déjà déclaré au cours d'un autre discours, où il disait, il jurait loyauté à Denis Sassou Nguesso, non pas à la République, mais à Sassou Nguesso. Nous exhortons les nouveaux promus et le reste des unités à plus de loyauté au président de la République.
Environ 200 militaires, policiers et gendarmes des structures opérationnelles de la présidence de la République ont porté les galons d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes et de sous-officiers. Ces agents de l'ordre promus au premier trimestre de l'année 2025 ont été appelés à se montrer disponibles et à continuer d'exercer leur travail dans la discipline. Des orientations données par le général Serge Oboa, conseiller spécial du chef de l'État et directeur général de la sécurité présidentielle. Nous exhortons les nouveaux promus et le reste des unités à plus de loyauté au président de la République. C'est un engagement que nous avons pris dès le premier jour que j'ai mis pied à la présidence. Donc, je dirais entièrement, je servirai le président jusqu'au dernier jour que j'irai à la retraite. Et là, il vient de le réitérer en disant qu'ils sont habitués à marcher et ils vont continuer à marcher. Et là, pour conclure, il dit ceux qui vont contester ce scrutin seront traités comme des koulouna. Aux élections, je rappelle que j'insiste, le match se joue au stade, pas dans la rue. Dans la rue, c'est avec autorisation. Non, on dit que bon, on a fermé le stade, bon, nous on joue dans la rue. D'accord. C'est le préfet qui délivre l'autorisation. Si ce n'est pas fait, la loi s'appliquera. Sans état d'âme. Dites ça à vos parents. Dites ça à vos enfants. Dites ça à vos frères. Voilà un monsieur qui vient en fait de dévoiler le vrai mobile, le vrai objectif, comme qui dirait, le vrai but de cette opération. Zéro Koulouna. C'était pour, évidemment, traumatiser les Congolais, entretenir la terreur et, le moment venu, commencer à menacer des opposants. Et il a dit, quand il dit, par exemple, les opposants qui vont organiser les réunions chez eux, et s'il y a des, voilà, comment il appelle ça, des nuisances sonores et que les voisins se plaignent, eh bien, nous allons intervenir. Et quand la DGSP intervient, tout le monde sait, c'est quoi? C'est pour exécuter sommairement, sans procès. Pourtant, dans le même temps, il y a des organisations qu'on a créées comme ça. Je ne sais pas si ce sont des associations. Je cite ici Gaël, qu'on appelle ça, Timonier, l'autre, je ne sais pas comment ils appellent, qui font du bruit nuit et jour. À Brazzaville, à Pointe-Noire, partout, on les voit comment ça dérange. Ça, on ne parle pas de nuisance sonore. Là, Serge Bois ne voit plus rien. Lui, ce sont les opposants politiques qui l'intéressent. Si vous faites votre réunion chez vous et que ça dérange les voisins, je viens vous chercher. Voilà là où nous sommes arrivés. Mais vous savez, M. Perrin, M. Serge Oboa vous a lu le discours qu'ils avaient préparé pour Zéphirin Boulou. En fait, c'est le ministre de l'Intérieur qui lit ce discours-là ou Bininga de la justice. En fait, il a fait fuiter l'information. Il a fait fuiter le discours qu'allait lire Mboulou ou Bininga, le ministre de la Justice. Oui, Bininga, oui. Oui, pour dire, voilà, pour que les élections ont eu lieu. Le match, comme il le dit, c'est dans les urnes. Maintenant que c'est fini, il y a des voies de recours de façon légale, entre griffes, hein, leur légalité à eux, voilà, de façon légale, et donc hors de question qu'il y ait des manières. En fait, c'est soit le ministre de la Justice, donc lui, en fait, vous savez, chez l'homme politique ou chez ceux qui ont des fonctions comme Oboa, il faut éviter l'extase, il faut éviter l'excitation, il faut contrôler ses émotions, parce que sinon, eh bien, on livre tout et on le regrette après. Et moi, je pense qu'entre eux, ceux qui osent, hein, en tout cas surtout à la présidence de la République, sont en train de lui dire, mais tu as trop parlé, quoi. Il a trop parlé. Parce que qu'il traque les Koulouna, c'est déjà pas normal, parce qu'on a une police. Mais en plus, suivez son discours. Qu'est-ce qui cause ce glissement vers les élections? Vers l'élection de mars. Et c'est lui-même qui dit, d'ailleurs, il va y avoir les élections, ceux qui veulent bouder, mais, et d'ailleurs, hein, c'est même une torture, ce qu'il vient de dire.
Il dit à un moment donné, ceux qui veulent réagir ou bouder, bouder dans vos têtes. Que le meilleur gagne, mais ce qui est vrai. Nous qui sommes habitués à marcher, nous allons continuer la marche. Peut-être même accélérer la marche. Nous partirons. Ceux qui vont organiser les meetings dans leur parcelle, c'est leur droit. Mais si vous faites du bruit, nuisance sonore, on vient si vous arrêtez chez vous dans votre parcelle, vous dérangez les voisins. Ça sera comme ça. Donc vous faites votre choix. Tu boudes en silence, dans ton cœur. Et nous on avance, j'ai dit. Ah, il le dit, hein. Voilà, Bouder par dans vos exemple, à têtes. ce niveau-là. Comment ça? Voilà, mais en fait, il est en train de rendre fou les gens. Comment vous pouvez dire à quelqu'un que tu as le droit de te révolter contre ce que tu es en train de voir en tant qu'injustice, mais cette révolte s'arrête dans ta tête. Dans ta tête. Voilà, Et il dans ta s'adresse tête. à tout un peuple. À tout un peuple, voilà. Et il dit, vous l'avez dit, pour ceux qui veulent, ils peuvent être dans leur parcelle, mais si ça dérange le voisin et qu'on nous appelle, on viendra le chercher. Lorsqu'il y a des nuisances sonores, lorsqu'il y a des nuisances comme ça, on appelle la police ou la gendarmerie. Mais généralement, c'est la police, ce n'est pas la sécurité présidentielle. Donc, tout ça, c'est le gangstérisme que j'avais essayé de théoriser sur votre chaîne. C'est-à-dire que même dans la dictature, les chefs sont, vous savez, dans la dictature, les chefs sont jaloux de leurs prérogatives. Le chef de la police ne voudrait pas que le directeur de la sécurité présidentielle vienne marcher sur sa zone son fief. Or là, monsieur Oboa s'élargit, mais parce que nous sommes chez des gangs. Chez les gangs, c'est quoi? C'est le plus fort. C'est celui qui est capable de poser des actes. Quand vous prenez dans n'importe quel pays les gangsters, il va ramasser un gamin quelque part. Ce gamin-là arrive, il a la gâchette facile. Ah, c'est lui qui devient le plus proche du chef de gang. Hein? Et ça, c'est la situation du général Oboa aujourd'hui. Donc, du coup, il impressionne tout le monde, il terrorise tout le monde, il fait peur à tout le monde. Et du coup, petit à petit, il grignote les pouvoirs qui ne sont pas les siens, mais ils s'en moquent puisqu'en face, personne. Vous savez, le pouvoir ne peut pas s'arrêter lui-même. C'est pour cela que dans ce qu'on appelle les démocraties, Churchill disait la démocratie, c'est le moins mauvais du système politique. Il n'a pas dit que c'est le meilleur système. Non, la démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place des mécanismes qui font que contre-pouvoirs, voilà, il y a des contre-pouvoirs, il n'y a pas le pouvoir absolu. Et dès lors que dans un pays, la dictature ou pas, démocratie ou pas, quelqu'un a le sentiment d'avoir le pouvoir absolu, eh bien, vous avez Donald Trump. Et pourtant, nous sommes en démocratie, mais comme il ne trouve pas d'opposition, de contre-pouvoir, mais vraiment qui lui résiste, et vous voyez les passe-droits que se donne Donald Trump. Et oui, donc, Didier Mwani-Volo, moi je voudrais un peu m'intéresser aussi à ces Congolais qui se sont déjà déclarés candidats à cette élection présidentielle de mars 2026, qui sont en train de voir comment les éléments sont en train de s'activer. Là, nous parlons du général Serge Oboa qui menace déjà des opposants, qui menace des Congolais. Et qui dit aux Congolais, si vous voulez bouder, boudez dans vos têtes. Alors, si vous voulez contester, contestez dans vos têtes. Ça veut dire que pour lui, la loi, la Constitution n'existe pas. Mais il y a aussi la liberté de circuler qui est entravée. L'article 22, je rappelle, parce que c'est toujours bien qu'on revienne sur, bien sûr, la Constitution. Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Et nous savons que depuis quelques jours, là, il y a un de ces candidats déclarés qui a été empêché de se rendre dans son village, le département où il est originaire. Dans son village, Libongo Ngoka, oui, dans son voilà, village. l'atoll Libongo Ngoka, à qui on a interdit donc d'accès dans son département à lui. En fait, le département d'où il est originaire. Mais il y a aussi le jeune Fred Makita, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été rattrapé. Vous avez suivi un peu cette séquence ou bien cet épisode avec
Je ne sais pas si c'est une convocation ou une invitation, mais un peu truffée de tout ce De qu'on faute. a eu à voir, la manière dont il a été interpellé, et tout ça, tous ces éléments concourent vers l'entrave, en fait, de la transparence sur cette élection, alors que de l'autre côté, ce même Sassou Nguesso promettait un scrutin apaisé et transparent. Mais là, on a déjà des éléments de preuve que la tricherie est déjà en cours, actée même, parce que lorsque Boa dit que si vous contestez les résultats, mais parce qu'il en sait déjà quelque chose, il connaît déjà les résultats, il ne faut pas les Bien sûr, contester, même si vous voulez bouder, vous boudez dans vos têtes. bien sûr. Et que lui, il a déjà fait son choix. Ça veut dire qu'ils connaissent déjà les résultats, sont déjà connus. Alors, à ce moment-là, j'allais dire, ces candidats à l'élection présidentielle. Et personne de bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont intervenir, ils vont commencer à réagir tardivement, mais jusque-là, personne ne hausse le ton pour dire, ben non, nous sommes tous des candidats, mais ça ne passe pas. Et ils maintiennent leur candidature en l'état. Ils vont aller à cette élection où Serge Boa a dit, si vous contestez, vous me trouverez sur votre chemin. Oui. Après, moi, je pense que lors de mon dernier passage sur votre chaîne, vous m'aviez posé cette question-là. Je vous avais fait une première réponse. Et si je ne me trompe pas, je vous avais dit déjà que ces candidats proclamés, pour certains, peut-être tous, sont aussi candidats pour préparer plutôt un avenir parlementaire. On n'est pas dupes. C'est-à-dire que même si j'échoue à l'élection présidentielle, mais en participant, je donne une caution morale à cette élection que Sassou a déjà gagnée d'avance, mais ça Ça veut dire permettra que ce peut-être... sont des clauses déjà conclues avant, ou bien c'est au cours de cette participation qu'ils vont avoir des clauses avec le pouvoir? Parce Alors que les clauses conclues d'avance, je peux dire oui, mais je ne suis pas en train de dire qu'ils ont rencontré le PCT. Hein. C'est des clauses conclues d'avance alors que les gens ne se parlent pas. C'est aussi ça la politique. Moi, je sais ce que je veux être candidat, même si j'échoue, mais du fait que par ma candidature, j'ai légitimé les élections et autres, je vais essayer pas de jouer seulement les légitimé, il mécaniques. y a quand même l'argent qu'ils payent. Hein. La caution, c'est 25 millions. Où est-ce qu'ils trouvent 25 ça pour millions, aller brûler ça? je disais sur votre chaîne, il faut que la transparence, ça soit promis la transparence. Il faut que chaque candidat dise comment il a collecté les 25 millions. Et donc, j'aurai peut-être un avenir parlementaire, sénatorial ou encore élu local. Maintenant, quant à la réaction, vous savez, il y a une photo qui circule sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est un loup qui fait un discours aux brebis, aux moutons, aux agneaux. Et il leur dit, hein, il y a une phrase qui dit, si je suis élu, je vous jure que je deviendrai herbivore. D'accord? Sauf que la nature du loup, c'est de chasser les moutons, de chasser les brebis, quoi. Donc, et ça, c'est le cas de Sassou Nguesso. Donc, les gens qui vont avec lui à l'élection, c'est pour aller le légitimer. Mais soyons sérieux, M. Perrin. Quelqu'un veut être président du Congo, OK? Qui vous a défini l'armée qu'il veut avoir s'il est élu président? Tous ces gens qui sont candidats. Quand ils voient comment se comporte l'armée congolaise, comment se comporte la DGSP, mais en fait, un responsable politique qui est candidat à l'élection présidentielle doit réagir et dire, moi, président, si je suis élu, voilà ce que sera l'armée congolaise, voilà ce que sera la sécurité présidentielle, voilà les réformes que j'ai envie de mettre au niveau de l'armée, de quelle armée républicaine nous allons avoir. Or, ils ne le disent pas. Quand on voit comment, au début, vous avez parlé de la situation dans le pool, vous n'avez aucun responsable politique qui condamne ce qui se passe dans le pool aujourd'hui. Alors, condamner ce qui se passe dans le pool, ça ne veut pas dire qu'on est pro-Toumi ou pro-pouvoir. Non, mais la situation qui se passe dans le pool aujourd'hui, qui arrête l'économie congolaise, puisque n'ayant plus de train ni d'avion, le plus gros moyen de transport entre Brazzaville et Pointe-Noire, c'est cette route nationale. Et cette route nationale qu'on apprend de façon brusque, qui a été stoppée au niveau de Mindouli, semble-t-il, de la zone de Mindouli, avec des véhicules qui quittaient Brazzaville pour Pointe-Noire ou qui quittaient Pointe-Noire pour Brazzaville, des véhicules refoulés vers l'UTT, des véhicules qui font demi-tour,
Alors, si les gens prennent des balles perdues, et moi je trouve ça scandaleux aujourd'hui de lire sur les réseaux sociaux où on veut tribaliser cette situation, qu'on a toujours tribalisé. Ah, les enfants du pôle, ah, le pôle. Non, c'est des Congolais. Et moi, je demande aux gens d'arrêter de raisonner dans cette situation comme si il faut être du pôle pour être concerné par ce qui se passe au pôle. Mais c'est pas possible. C'est une façon d'adhérer à, j'allais dire, à la rhétorique de Denis Sassou Nguesso, question de justifier ses crimes. Et c'est là que je voulais aussi comprendre avec vous comment expliquer que Serge Oboa, puisque c'est lui le patron de cette milice, moi je l'appelle par milice, qu'il vient de me démontrer le contraire, cette milice de DGSP, qui sait que dans le pool, il y a des éléments armés. Ils y vont quand même pour aller détruire les motos, non pas aller chercher les koulouna, parce qu'il a été démontré que là-bas, il n'y avait pas de koulouna. Donc, ils y allaient pour aller détruire les motos. Mais on sait bien ce que représente la moto dans ces zones, dans ces localités. C'est toute la vie, c'est toute la survie. Vous allez, vous détruisez ces motos. La suite, c'était à quoi ils pensaient, qu'est-ce qu'ils voulaient concrètement en lançant une telle opération dans le pool, avec à l'idée que ces gens-là sont armés. Et ils sont armés, le gouvernement le sait depuis longtemps, puisqu'ils ont eu même des accords, je ne sais pas en quelle année, là, 2019-2020. On ne sait même pas quel jeu. Des accords comme ça qui n'ont jamais prospéré. Et donc, le gouvernement, le régime de Brazzaville sait que les éléments de Ntoumi sont armés. Et dans le même temps, on en voit, mais quand j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez fait attention à ces images, quand j'essaie de comparer avec les éléments de la DGSP qui opèrent à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Kayi, partout ils sont passés, et ce que j'ai vu dans le pool, ils ne sont pas pareils. J'ai l'impression que ça, je ne sais pas si c'est toujours la DGSP ou des éléments, mais ils n'ont pas les mêmes tenues, ils sont pas... voilà, en tout cas, il y a une différence entre ces éléments-là qu'on a envoyés dans le pool, comme quoi, et la manière dont ils sont armés. Ça veut dire que Serge Oboa savait qu'il devait y avoir quelque chose et donc il fallait se préparer à cette éventualité. Voilà pourquoi on a envoyé ces éléments là-bas. Et donc quand ils arrivent, c'est ce que explique d'ailleurs l'élément, je crois, bon, ils disent des combattants de Ntoumi, que je vais d'ailleurs vous proposer de suivre, et on revient sur le plateau. Nous sommes des combattants, ce n'est pas des ex, mais nous sommes des combattants, des grands patients tout. Mais aujourd'hui dans la télévision, ou bien dans les réseaux sociaux, que la DGSP va avoir les 12 dans les poules. Effectivement, tout le monde va courir petit awa. Les combien na 45 batumi ba moto ba yiti na nchemo ya ezana mboko o ba benga ncheni ko pe batumi moto ba yina côté on peut mais ko pe batumi moto si les ba commune na résidence ya révérend passer Ntoumi côté papa Ntoumi a fandata côté papa Ntoumi azali ba yoana biso to na kati église mvula inoki tango mbula ebeti ya biso okibi le côté na kati ndako subitement vraiment tout situka ni mun linga ya moyindo mais wona nini hola ji la DGSP ba lekiwana batubi moto farto benga baninga na deboso tellement de la DGSP comme bango baselia donc c'est pourquoi vraiment to bomoni makamo le programme que ce bando bese na mindugo gona ba yana fale ba bango appelé ba comme wana scope la DGSP fallait sco attirer abana sco ko tirer ba ninja na mindulwana bateau Koufi et pas et d'autres. Donc, de cette Koufeli, c'est deux ninjas. Mais bango kuna siko Koufeli, six militaires, six des hommes de bateau Koufeli. Plus de 6, même après plus aussi de beaucoup de blessés. Donc vraiment, les camarades, vous dites peut-être ça na auto Tunis l'armée, la gendarmerie, peut-être ça na le camarade la DGSP. Donc comme bango siko besoin, bango ko tumela, ngoyo nkoyona o asaki na pongena ye so bango bayi ko tombo la siko nkoyi donc na minute je tout tomboki donc
on a besoin de développer vraiment, il y a Tembe. Donc, tu es au Boa, besoin de notre chemin au Bosso, en 97. Le Bosso, le connaît le Bosso, il va quitter, non? Besoin de chemin. Donc, besoin de chemin qui est comme un peu. Après, il m'a dit au Maga, il peut te simuler, après te bomber. Quand tu as la base, tu sais au moins plus de 14 colonels. Depuis là, il y a des autres. Mon général, s'il te plaît, namonyo simbi logo yo, bozana zone nini, logo yo tamina zone nini, parce que ozolo bame, nini osimbi, na mabogo na yo, ozape na zone nini, comme on appelle nani, donc ninde wana général. Donc moi c'est le général John Moussorebendi. Donc le biso, dans le sol on a le loyer, on va te mettre motona. Dans celui on a l'équipe. Après il me dit que bêtise na nduluguna après c'est ma biso awana pokwa, na pokwa ya une kana butu ya lelo. Il y a dimanche, on n'a pas vers les 20h, 21h comme ça là. Et on est tout en train de faire un calao côté, il y a resté à raison pour 5 minutes. Tout le monde est tout ce cas. Il y a le logo, avant, le logo Oyo. 3 février, il est awa. Après, c'est le moment où il y a des zoyaka. Mais il y a des télémana. Il y a entre point du drum, il y a des télémana. Après, même 5 minutes après, tout le monde. Comme on a le logo Oyo, on a essayé de beaucoup de drone, on est drone. Vraiment, on a vu ça, vraiment, de éviter. Donc, on Zambé, à Zagani Zambé. Donc, et patrouiller côté de ce que awa, et qu'est-il ma bouba? Bah, oh, bah, ma bouba, et Zosi, et qu'elle est Maya Zuluti Munkala, et Toureti, mon oncle de Awa, et qu'est-ce que tu veux surtout les esco, dans un quotidien, un comica, prena, n'a autre côté de la carte de résistance. Vedez, na combat, il y a un yangomoko, et puis, la carte de goudron. Et petit papa, oba, l'exo, na loxona yema to pa azaki pemena wana pe mbalango fala abakango asimbango ma gloire à Dieu pour te simbi drone donc papa oboa sombi 1000 drone tout ko dwango na yo moko to ko dwayo après to ko bilo timeme na oyo oboso talanga bien on général John me ferait bien. Voilà, ce monsieur explique ce qui s'est passé. Voilà, les éléments de la DGSP sont arrivés dans le pool, ils sont allés brûler les motos, mais même dans son récit, il y a une confusion. Il dit qu'ils étaient en train de prier à l'église, alors que je sais que la constitution congolaise, notamment celle de 25 octobre 2015, interdit aux partis politiques de s'identifier à une religion. Mais il se trouve que le pasteur Ntoumi, Frédéric Bintamou, est en même temps pasteur, il faut le lui concéder, il est aussi homme politique, parce que là, il est même candidat à l'élection présidentielle avec son parti CNR. Voilà toute la confusion. Et donc ce jeune est en train d'expliquer qu'ils étaient en train de prier, ils ont appris que les éléments de la DGSP sont venus détruire les motos, alors que nous, les motos, voilà, c'est nos moyens de locomotion et on ne pouvait pas le permettre. Et ça a dégénéré sur tout ce qu'on a vu, ça fait des victimes, tout à l'heure vous avez expliqué, interruption donc, du trafic entre Pointe-Noire, Brazzaville et toutes les implications. Lingako buma wa militaire Moscow no joba doyo na ntata kaka upasolo mutomoni tijo là la jabi on a traité Mindoulia
non biso moyen que le kate parce que tumbi vélo sur l'axe bon que biso ta ba nani si ça na bango tina suka On va basangu le ba monyangu de l'autre côté yala ni moke bayali moke kaka bo awa nzelo to ko ke tiki pour la nana bango aussi ça là bon. Alors, moi, je reviens sur l'intention qu'a nourri la DGSP, donc le général Serge Aubour. Après avoir opéré tout ce qu'il est en train de faire dans les villes, est-ce que là, c'était pour arriver au point ultime, comme d'habitude? Parce que finalement, ça revient tout le temps. Ça devient un cycle. Et ça ne peut plus être un hasard. Avant les élections présidentielles, pendant les élections, et après les élections, il y a toujours ces crises, ces violences. Et là, nous y sommes arrivés. Est-ce qu'on peut penser que c'est intentionnel et qu'ils ont voulu, en fait, embraser le pool, peut-être pour les raisons qu'on peut comprendre après, mais chacun peut les deviner. Peut-être pour les raisons qui leur sont propres, mais en même temps, pour ceux qui ont suivi un peu les choses sur les réseaux sociaux, on a vu venir cet événement. On a vu venir cet événement. On a vu venir, alors moi je veux le dire en termes de sciences sociales, on a vu venir la manipulation. Je ne dis pas qui manipule qui dans cette histoire, mais on a vu venir cette manipulation qui laissait croire que d'ici là, ou d'ici l'élection présidentielle, ou peut-être avant, il risque d'y avoir encore des troubles dans cette partie du Congo. Mais moi, ce qui m'inquiète dans cette rhétorique, c'est de me dire à quoi jouent les deux acteurs. Attention, en matière de conflit, l'homme de la rue vous dira oui, mais on est allé chercher le pasteur Ntoumi, ah oui, mais Sassou est mauvais, ah oui, mais le pasteur Ntoumi est mauvais. Mais l'analyste politique, il sait que est responsable de ce qui se passe dans le pool, tous les acteurs. Je ne dis pas coupable. Il faut distinguer la culpabilité de la responsabilité. C'est-à-dire qu'entre Sassou et Ntoumi, les deux sont responsables d'une situation de trouble au Congo qui est inacceptable. Et donc, si on veut trouver des solutions, il faut donc trouver les solutions au niveau des deux acteurs en mettant au centre du village l'intérêt national. Là où l'on se trompe d'analyse, c'est que du côté du pasteur Ntoumi, c'est l'intérêt du pôle. C'est l'histoire du pôle, avec ses sacrifices. Beto Balabansana, Mena Boanabo Fochama Mangele, Tangumbele Jimi, Mulele Kwana Jingama. C'est-à-dire qu'on va créer toute une rhétorique autour d'un département du pôle martyrisé, pointé du doigt, stigmatisé, là où on va toujours créer des guerres et nous, les enfants du pôle, on est en souffrance. Et à côté, c'est nous, notre pouvoir en tant que Mboshi, on ne veut pas que le pool nous dépossède de notre pouvoir. Et donc, on enferme 342 000 km² autour de deux petits groupes. On enferme 6 millions d'habitants autour de deux groupuscules qui pensent que la vie du Congo doit tourner et autour de Sassou et autour de Ntoumi. Mais qui leur a dit ça? Il faut que nous puissions créer un dépassement de soi, sortir de ça et dire Ntoumi out, Sassou out, Satima Biala out, tous ces vieux-là out, créer une alternance intergénérationnelle et on passe à autre chose. Monsieur Perrin, je vous préviens, le système international n'a jamais été aussi concurrentiel. Le système international n'a jamais été aussi dangereux où les puissances vous disent « Moi, je prends ta terre, tu n'as qu'à la fermer et tes ressources sont mes ressources. » Dans un tel système, est-ce que, je pose la question aux Congolais, aux 6 millions de Congolais, dans un tel système, est-ce que vous pensez que notre temps de réflexion, d'analyse, notre intelligence, c'est pour savoir si c'est Ntoumi qui va nous diriger ou c'est Sassou? Est-ce que là maintenant, 2026, est-ce que Ntoumi, Sassou, l'UPADES de Satima Biala et autres, est-ce que c'est ça le sujet d'aujourd'hui? Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est comment nous allons continuer à vivre en tant que république, en tant que nation, dans un système international où ceux qui se disent forts prédateurs veulent écraser ceux qu'on considère comme faibles
en enterrant le droit international. Parce que faites attention, si on enterre le droit international, le système international devient un système où les plus forts mangent les plus faibles. Les lions mangent les autres animaux. Voilà. Or, il faut que nous puissions dépasser cela et se dire, mais vous l'avez dit, M. Perrin, mais dites-moi, regardez encore les images. Les gens sont au bord de la route. Moi, je me suis toujours questionné pour le pouvoir dit Ntoumi est dans la forêt, Ntoumi est dans le maquis. Mais comment on repasse ses habits dans le maquis? Le pasteur Ntoumi a toujours eu des habits bien repassés. Il a des véhicules. Mais regardez le pool. Une rébellion est une rébellion qui cause des problèmes à l'État quand cette rébellion bénéficie d'un appui à l'étranger. Le M23 est soutenu par le Rwanda. Ntoumi est soutenu par qui? Où est-ce qu'il trouve le carburant pour ces véhicules? Les véhicules de Ntoumi sont toujours très propres. Ses habits sont toujours bien repassés, aussi repassés que les habits du pape, si on prend les habits des prélats. Il a toujours des véhicules, j'ai dit, propres, mais il vit toujours dans un lieu propre. Regardez même les images des maisons où sont ces gens-là. C'est des maisons en construction. Ce n'est pas des maisons qui ont... voilà. Donc, qui souffre? Mais c'est le bas peuple. Et à quel jeu les deux jouent? Surtout aussi le but visé par le pasteur Ntoumi. Que revendique-t-il concrètement? Mais ça, c'est une vraie question. Moi, je n'ai jamais entendu d'une pensée politique structurée auprès de ce monsieur. Il n'a pas une pensée politique structurée. Il n'a jamais donné une vision du Congo. Il n'a jamais parlé de l'école. Il n'a jamais parlé de l'emploi. Il n'a jamais parlé de la santé des populations. Donc moi, je suis même ahuri d'entendre les gens qui disent que ce monsieur peut diriger le Congo. Si Sassou n'est pas arrivé, ce n'est pas lui qui arrivera. Et le drame, c'est lequel? Même dans la diaspora, c'est de voir des gens qui ont été conseillers de André Milongo, conseillers de Bernard Kolela, des gens qui sont des universitaires, qui ont été de hauts fonctionnaires au Congo, qui se disent aujourd'hui, nous sommes tous derrière Ntoumi. Ah bon? Ah bon? Bon, mais Didier Bouénivolo, aussi un président, soit-il illettré, il peut se faire entourer des conseillers et puis s'en sortir. Mais à le condition problème, c'est qu'il que ait moi... une pensée nationale. Monsieur Perrin, à condition qu'il ait un discours structuré qui embrasse toutes les dimensions de la vie politique, sociale, éducative, sanitaire et autres. Ce que ce C'est là que monsieur ne moi, fait je pas. voulais comprendre qu'est-ce qu'il revendique, parce que depuis là, on entend Ntoumi est dans le pool, il est recherché par voilà l'armée, mais même l'armée dont on parle, c'est la DGSP, c'est la milice privée de Sassou Nguesso. C'est lui-même qui l'a dit qu'il avait ordonné des opérations dans le pool, donc c'est pas l'armée régulière, c'est la DGSP qui normalement est chargée de sa sécurité, qui l'envoie là-bas pour aller décimer les populations. Alors, Ntoumi continue à rester dans le pool. Je repose la question. Que revendique-t-il? Que veut-il concrètement? Lorsqu'il y a la situation de pauvreté au Congo, vous l'avez déjà entendu parler de la pauvreté au Congo? Mais moi, j'attendais aussi qu'il réagisse sur ce qui vient de se passer. Et peut-être que, bon, il fera la déclaration après. Ce que moi, je n'ai pas compris, c'est que jusqu'en 2015, 2016, il soutenait Guy Brice Parfait Kolela. Il était derrière Guy Brice Parfait Kolela. Le 4 avril, donc après la proclamation des résultats où Sassou Nguesso s'est auto-proclamé, a triché, c'est lui qu'on va poursuivre, qui aurait créé des troubles dans Brazzaville. Ben, ça, c'était un épisode. 2021, il ne s'est pas présenté comme candidat. 2026, il se prononce, il a dit qu'il sera candidat. Et il en a le droit parce que la Constitution le lui confère. C'est tout normal. Sauf que l'idée qui avait été mise en avant, c'est de dire désormais, si ça sous-blague, ben voilà, le pasteur Ntoumi prendra ses responsabilités. Ça, j'ai entendu ça, j'ai lu tout le temps sur les réseaux sociaux. Et donc, depuis que ces événements ont eu lieu, avant-hier, je crois, moi j'attendais que Ntoumi réagisse, qu'il parle, qu'il déclare tout de même. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont ces combattants qui viennent prendre le micro, qui se filment avec les armes, en train de défier, je ne sais pas si c'est la
qu'il défie ou c'est la gendarmerie, parce que j'entends d'autres dire on n'a pas de problème avec la gendarmerie, pas avec l'armée, nous c'est la DGSP, c'est du tintamarre, c'est de la cacophonie, on ne comprend plus ce qui se passe. Et là, moi, je crains que ces gens-là qui s'affichent pour dire nous sommes là, on vous attend, que demain, évidemment, la DGSP, cette milice privée de Sassou, ouvre prétexte sur ces déclarations pour massacrer encore nos parents qui sont dans le pool. Monsieur Perrin, vous parlez trop tard. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que pensait Sassou, c'est ce que peut-être le pasteur Ntoumi a validé, mais c'est trop tard. Vous savez, je vous parlais du système international. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui parlent, qu'ils défient, peu importe qui sont en train de défier, mais je ne comprends pas. Parce que les images qu'on a eues hier, c'est des images de la DGSP, semble-t-il, sur la route nationale numéro 1. On a renvoyé les véhicules. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de parler. Vous voyez les autocars. Il y a un autocar commercial qui est passé. Et avant l'autocar, il y a un premier véhicule qui est passé, qui a même klaxonné. Alors, ces éléments de la DGSP sont où? Sont-ils allés réellement chercher ces gens-là? Ou ils sont allés brûler les motos? Mais pourquoi seulement? Comment ils ont su qu'il y avait des motos là-bas à brûler, puisqu'ils étaient à Brazzaville? Ils ont dit qu'ils sont même arrivés jusqu'à Ntoumi. Non, ce qui se passe actuellement, il faut qu'on prenne date, parce que dans 2 matins, on va se retrouver. Je sais que les partisans de Ntoumi viendront taper là, ils vont commenter, ils vont insulter comme ils ont l'habitude de le faire. Mais nous allons prendre date, parce que moi, je ne peux pas comprendre que ces jeunes soient-ils armés, plus puissants, je ne sais que qui d'autre, s'affichent avec les armes. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Les images circulent. C'est là où je veux en venir, monsieur Perrin. Voilà, ils s'affichent avec les armes de guerre. Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso, le tyran de Brazzaville, va se servir de ces images pour montrer à la communauté internationale que c'est des terroristes. C'est de ça que je vous parle. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Et qu'il va déclencher une opération mortelle dans le pool. Est-ce que ces gens-là se rendent compte de la bêtise? Je ne sais pas si c'est une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est des complices. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous expliquer, monsieur Perrin, soyons sérieux. On a vu les maisons cassées en Kaï. On a vu les maisons cassées, alors Brazzaville, n'en parlons plus. On a vu les maisons cassées à Pointe-Noire. Pour les mêmes raisons, pourquoi on n'a pas détruit le camp de Ntoumi, puisqu'ils sont arrivés jusqu'à là-bas. Pourquoi ils n'ont pas détruit? Ils ont bloqué, la DGSP a bloqué toute la nationale pour que les véhicules ne passent plus. On a vu les images. Mais dites-moi, ils ont fini l'opération dans le pool. Pourquoi ils sont partis? En fait, est-ce que le but, c'est d'aller tuer les gens, créer des situations troubles, avoir le prétexte proche des élections et on sait qu'en face, les gens vont mordre à la maison, ou bien qu'il y a une vraie opération. Mais je vais vous dire une chose, et moi, c'est ça qui me révolte. Vous savez, la guerre, peu importe laquelle, Sun Tzu, le grand maître Sun Tzu, quand il parle de l'art de la guerre, mais en fait, Sun Tzu est en train de dénoncer les conséquences d'une guerre. Quelle est la première conséquence d'une guerre, selon l'analyse que Sun Tzu fait de la guerre? C'est que premièrement, une guerre, ça vous coûte en vie humaine, les ressources nationales. La ressource la plus précieuse d'une nation, c'est sa population. Les Allemands, les Français ne veulent pas de la Turquie dans l'Union européenne à cause de la population, parce que si la Turquie devient membre de l'Union européenne, la Turquie devient le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Donc, va peser sur les Allemands, les Français, eux qui ont construit leur business. C'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. Les Européens ne voulaient pas de la Chine à l'OMC, l'Organisation du commerce mondiale du commerce. Pourquoi? À cause de l'immensité du marché chinois, de sa capacité de production, ils vont nous envahir. Mais les Chinois ont su piéger Bill Clinton, président américain. C'est Clinton qui a ouvert les portes de l'OMC aux Chinois. Et aujourd'hui, en Occident, on trouve plus des produits chinois. Donc, la première ressource d'une nation,
c'est sa population. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire du pôle? Ce qui me révolte, c'est des jeunes qu'on est en train de tuer. Oui, mais à quoi joue Toumi? À quoi joue Sassou Nguesso? C'est pour ça que je parle de la responsabilité des deux. Parce que les jeunes qu'on est en train de tuer, mais lorsqu'il y a eu, on parle du génocide du pôle, on parle de la guerre du pôle, mais vous croyez que les Mboshi ne sont pas morts dans les poules? Mais dans le pôle vivent les Mboshi. Dans les poules vivent comment on appelle ça? Des Kamba Dondo. Dans le pôle vivent des fonctionnaires Vili. Moi, je connais des fonctionnaires Vili qui sont dans le pôle. Je connais des fonctionnaires de la Likwala, de la Sanga. Si on doit raisonner ainsi, mais je n'aime pas raisonner ainsi. Ce sont des Congolais qui meurent. Donc, Sundu nous dit, arrêtez les guerres parce que vous perdez de la ressource humaine. Regardez en Palestine et en Israël, le nombre de cadres qui meurent. Deuxième chose. Didier Moueni-Volo, est-ce que vous pensez que lorsque vous dites arrêter les guerres, oui, lorsque vous dites arrêter les guerres, c'est comme si on était comme qui dirait, dans un contexte tout à fait normal de la guerre. Non. Ici, moi je dis et je répète, hein, nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2026. Le 13 janvier 2026. Les images que nous avons vues là, des gens armés, ça n'importe où, ça va les balancer pour justifier encore un génocide. Pour dire, vous voyez là, dans le pôle, les gens sont armés. Et puis ils sont en civil, avec des mitrailleuses. Comment ça, et ils s'affichent devant les caméras. Sassou a des cabinets des Occidentaux qui l'accompagnent dans la communication internationale. C'est là où je veux en venir en fait. C'est-à-dire que quand je dis arrêter les guerres, le mot est peut-être fort, mais arrêter ce genre de situation dans le sens où Sassou, lui, ce qu'il voulait. La preuve, on a l'impression que la DGSP a quitté cette zone-là, puisqu'ils sont tranquilles au bord d'une route nationale. Mais la route, c'est quoi? C'est une infrastructure militaire. Si l'armée veut se déplacer rapidement avec ces véhicules, c'est la route qu'ils vont utiliser. Ils ne vont pas utiliser la savane ou la forêt. Et eux, ils sont au bord de la route. Ils font même des signes. Vous voyez des véhicules qui passent, qui les klaxonnent, mais ce n'est pas possible. Et donc, Sassou, quand il récupère ça, il fait son commerce avec, alors que moi, j'étais dans l'imaginaire que si la DGSP entre dans le pool, dans le Niari, dans la Bouenza, dans la Likwala, vous filmez ce qu'eux, ils font, mais vous ne réagissez pas et vous imposez cela comme modèle de communication pour inscrire cette situation dans l'agenda international. Tout le défi, c'est comment, si vous voulez que la communauté internationale se saisisse des situations dans vos pays, ce n'est pas facile. Eh bien, il faut avoir des relais pour défendre vos intérêts et inscrire votre situation dans l'agenda international. Sassou, lui, vous lui donnez des billes avec ses armes où les gens veulent exhiber et tout. C'est médiocre. Parce que c'est ça qu'il va utiliser. Je me demande, Didier Moueni-Volo, est-ce que ce n'est pas là une mise en scène du régime de Brazzaville? Parce que mais c'est pour ça que je vous dis quel rôle. Je ne comprends rien. Mais c'est ce que je vous dis, M. Perrin. Quel rôle les deux jouent? Parce que vous avez dit une chose importante, je voudrais revenir là-dessus. Regardez même, faites une étude comparative des photos et des vidéos de la DGSP à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Nkayi, à Oyo. Regardez leur tenue, la façon de marcher, leur façon d'agir. C'est totalement différent avec ces voyous qu'on a envoyés dans le pôle. Totalement différent. On a traité Mingouli. Regardez même leur faciès. Vous verrez que la DGSP qu'on envoie à Brazzaville, Pointe-Noire, Nkayi, Oyo, même Ouesso, c'est des gens propres, c'est des gens... Ceux-là n'étaient pas cagoulés. Mais ceux-là, c'est des villageois. Ceux-là n'étaient pas cagoulés comme font les autres là-bas. Mais parce que ceux qui sont à Brazzaville cagoulés, ce sont les vrais agents de la DGSP qu'on ne voudra pas livrer le jour où on va demander les comptes si ça se tombe. Mais ceux qu'on envoie à Kinkala, c'est de la chair à canon. Ils ne sont pas utiles s'ils sont tués par les agents de Ntoumi. Ils ne sont pas utiles. Ce sont nos pauvres enfants qu'on envoie. Quand je dis nos, parce que moi, je me situe en tant que républicain.
C'est pour cela que quand on les regarde, Sassou s'en moque royalement. Ceux-là, on peut les tuer, c'est pas grave. Mais ceux qui sont à Brazzaville, ceux que vous avez vus à Brazzaville et autres, ça, c'est la garde rapprochée de Sassou Nguesso qu'il protège. Et comme il savait que là-bas, il y a une riposte possible de Ntoumi par naïveté, eh bien, il a envoyé ces jeunes convois. Vous sentez que ces jeunes-là, ils sortent, je ne sais pas de quel quartier du Congo, avec des machettes, et avec une expression volatile comme ça, alors que ceux de Brazzaville ne veulent pas être filmés. Et là, ils sont dans le pool, ils sont même contents de venir devant les... Ils se filment même eux-mêmes. Ils se filment eux-mêmes et ils mettent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que demain, ce sont eux qu'on va livrer en tant que garde présidentielle si demain ça se tombe, et on va protéger ceux qui commettent vraiment des vraies exactions. Et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Congolais tombent dans ce piège. Et donc, moi, je le dis aujourd'hui, Sassou comme Ntoumi, comme la plupart des responsables politiques qu'on a au Congo, ils nous font perdre du temps. Si nous voulons avancer au Congo sur la santé, sur l'emploi, sur la recherche scientifique, sur l'agriculture, l'élevage, sincèrement, il est important que le PCT puisse se sevrer de Sassou Nguesso. C'est-à-dire que le PCT doit dire à Sassou Nguesso, maintenant c'est bon, on arrête. Et Ntoumi aussi doit arrêter. Le PCT ne le fera pas, Didier Wenivolo. Le PCT lui-même vit au dépens. Monsieur Perrin, si le PCT a eu du mal à imposer un secrétaire général, qu'il soit Pierre Moussa ou Christelle Denis, puisque la preuve, ils ont passé 20 heures dans la salle, ils n'ont pas pu trouver un secrétaire général. Pendant plus de 20 heures, ça suppose qu'au PCT, il y a quand même des voix qui pensent que Sassou a fait son temps. On ne peut plus perdre le temps aujourd'hui. C'est-à-dire que, je le dis encore, nous sommes entrés dans un système international qui devient tellement dangereux pour le monde et pour le Congo. Vous regardez juste une phrase. Aujourd'hui, M. Perrin, qui l'aurait imaginé il y a ne fût-ce qu'un an, 2 ans, que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, ces pays-là pouvaient tenir des propos du genre « si les États-Unis occupent militairement le Groenland, c'est la mort de l'OTAN ». Et aujourd'hui, regardez les chaînes françaises et européennes, des généraux européens qui disent à leur politique, peut-être que maintenant, nous devons accepter que nous devons préparer une guerre contre la Russie et aussi contre les États-Unis. Qui l'aurait imaginé? Qui aurait pu croire que l'Europe occidentale pouvait tenir des propos à la télé du genre « nous préparons une guerre contre les États-Unis ». Vous savez quel est le pays? Le Danemark l'a inscrit dans sa stratégie de défense nationale. Les États-Unis, c'est notre ennemi numéro 1. Le Danemark. Le monde est en train de changer. Donc, moi, je dis à nos Le monde est en train de changer, mais nous, on se dirige vers, voilà, encore des drames, parce que c'est ce qui est en train de profiler. Hein. Je peux me tromper, mais moi, en fait, les analyses que j'arrive à faire, je me dis, là, on est déjà sur la mauvaise pente, parce que je me disais, après, ces jeunes pouvaient revendiquer, ils pouvaient dire tout ce qu'ils sont en train de dire là. Ils pouvaient bien le déclarer, prendre comme ferait tout le monde d'ailleurs, sans avoir les armes. Mais sans avoir les armes, sans présenter les armes. Ils ont attrapé, je ne sais pas, un drone qu'ils ont, je sais pas. À condition que ce soit des jeunes qui... Ils pouvaient, par exemple, présenter ce drone-là pour dire, mais regardez ce que ces gars-là font. Mais non, ils viennent s'afficher avec les armes. Est-ce que mais à condition que ce soit des gens qui réfléchissent avec les armes, telles qu'ils ont fait, et ces vidéos qui vont circuler, que les gens sont en train d'encourager après, ça va donner de la matière à ce tyran qui n'attendait que ça. Ou peut-être qui a organisé, c'est ce que je suis en train de dire, qui a dû organiser cette mise en scène pour justifier évidemment ces crimes. Tout est possible, M. Perrin. M. Perrin, c'est sur votre chaîne que je vous ai dit, Maduro s'est livré à Trump. Il y a eu forcément un business parce que quand vous analysez comment l'opération s'est passée, des gens quittent loin et vous ne pouvez même pas atteindre votre chambre blindée qui a 500 mètres, qui a plutôt 5 mètres, et pourquoi vous ne dormez pas là-dessus? Mais j'ai rencontré beaucoup de compatriotes congolais qui m'ont dit, ils m'ont suivi sur votre chaîne, et depuis, ils ont le doute dans leur tête. Et quand on voit comment les choses se passent aujourd'hui au Venezuela, ils m'ont dit, mais Didier,
mais tu avais certainement raison que pour sauver le système Maduro, il fallait le livrer. Et lui-même aussi a accepté parce que oui, aujourd'hui, l'analyse que j'ai faite sur votre chaîne, une semaine après, je retrouve aujourd'hui en France, les gens sont en train de faire les mêmes analyses. Les spécialistes semblent-ils sur des sujets internationaux en disant mais comment on a tué 50 militaires de Maduro et aucun n'avait une arme capable d'abattre un hélicoptère. Ils étaient quand même 50. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment les gens se sont réveillés pour filmer? Et puis, il savait que voilà, le président était en danger, il le savait déjà, et qu'il y avait une invasion qui se préparait, donc il pouvait déjà se préparer. Mais là, on a constaté qu'on est venu le prendre comme un petit poussin. Chez Ntoumi, Monsieur Perrin, ce que vous dites, vous avez raison, tout est possible. Tout est possible. Même si deux groupes ne se parlent pas, mais deux groupes se connaissant, peuvent s'alimenter l'un l'autre sans se parler. Ntoumi, on trouve le bénéfice. Sassou aussi, on trouve le bénéfice. Ça vient légitimer le caractère messianique de Ntoumi. Ntoumi, on a besoin. Sassou, ça vient lui donner le prétexte de continuer à génocider le pôle. Et jamais il ne va toucher Ntoumi parce que c'est un instrument dont il a besoin. Oui, mais parce que c'est aussi un argument qu'on lui a donné là, qu'il va brandir à la communauté internationale pour dire, mais lorsque vous êtes en train de chasser les Koulouna, vous avez vu le piège. Là, ils viennent s'afficher. Et le piège dans lequel nous tombons, je le dis aujourd'hui, c'est que certains partis politiques, comme les partis politiques chez nous sont à caractère ethnique, chacun dit, oh, Wanamakamboda Bango, il y a le pôle. Oh, Ilman Baba, il y a le pôle. Mais c'est faux! C'est la République. C'est la République. Ceux qui meurent dans le pôle, qu'il s'agisse des milices qu'on envoie ou des jeunes qu'on tue du côté de Ntoumi, c'est la ressource humaine qui va nous manquer pour nous développer, si tant est qu'on veut se développer. Ne serait-ce que pour travailler. C'est de la ressource humaine. Donc, je ne comprends pas. Même à ces souffrances que les mamans, les papas ont endurées, des gens qui sont morts, des villages qu'on a rasés, des centaines de villages, des arbres fruitiers coupés, il y a eu génocide dans le pôle. Ça, ils ont oublié, à peine là, ils ont oublié. Je vais vous dire une chose. Pourquoi je dis, vous avez posé la question, mais Ntoumi, il cherche quoi? Regardez tous ces gens-là qu'il garde dans ces villages-là, qui passent leur temps seulement à prier. Mais demain, même si c'est un soi-disant ressortissant du pôle qui arrive au pouvoir, comment il fait pour rattraper plus de 20 ans d'absence de scolarité, donc d'éducation? Scolarité, santé, infrastructure, tout ça, ça a été, voilà. Comment on rattrape ce retard? Mais Ntoumi ne le dit pas. Mais écoutez Vivien Manangou. Vivien Manangou, je lui dis merci parce qu'il dit, mais ok, vous allez vous attaquer aux bébés noirs. Mais qui s'occupe des pauvres filles de 12 ans à Bakongo qui se prostituent? Il dit, j'habite Bakongo. Il y a des filles de 12 ans qui se prostituent. Mais M. Perrin, si nos petites filles, nos filles se prostituent à l'âge de 12 ans, mais qui va assurer la reproduction des Congolais qui vont continuer à protéger le Congo demain? C'est la question qu'on va poser à tout le monde. Ntoumi pense à ça. Parce que c'est quoi la femme? Nous sommes tous nés d'une femme. Et si vous sacrifiez vos femmes comme ça dans la débauche, dans le manque d'éducation, dans la sauvagerie, mais vous savez le problème aujourd'hui en Europe, c'est quoi? 2025 en France, il y a eu plus de morts que de naissances. 6 000 naissances en moins pour rester à l'équilibre. Ça, c'est le vrai sujet. Giorgia Meloni, qui avait bâti toute sa stratégie de conquête du pouvoir sur l'immigration, qu'elle va refouler les étrangers, elle arrive au pouvoir, elle est en train de faire rentrer les étrangers en masse. Pourquoi? Mais si vous voulez régénérer la population italienne, eh bien, on est obligé de faire... rattrapé par la réalité. Didier Mounier, Angela Merkel a récupéré 1 million de Syriens. Ben voilà. Alors, on va donc terminer parce que nous sommes presque à la fin de l'heure mais malheureusement, ce sera le dernier sujet. C'est Thierry Mungala qui s'est rendu à Sibiti où il est allé prendre la responsabilité, vous l'avez suivi, de payer les taxes de ces mamans qui vendent dans le marché pendant une année. Voilà un membre du gouvernement. C'est le gouvernement qui a créé des taxes. Donc, qui doit collecter cette... Non, c'est un membre du gouvernement qui quitte là-bas, qui va dire aux mamans, non, moi je paye pour vous.
Mais mon Dieu, on est dans quel pays là? C'est quoi cette affaire-là? Corruption généralisée. Vous connaissez Constant Ebara-Peya? Oui, je le connais. Il est très pertinent. Il a des analyses politiques, mais vraiment. Alors, je vous donne, appelez-le, posez-lui la question. Il vous dira, c'est de la corruption. Thierry Mungala doit aller en prison. C'est de la corruption. C'est de la corruption. Thierry Mungala doit aller en prison. Appelez n'importe quel spécialiste des sciences politiques. Mais tout le monde le fait, hein, dans le gouvernement congolais, tout le monde le fait. Vous les entendrez, le ministre X est allé faire un don là-bas. Denis Sassou Nguesso lui-même a fait don, je sais pas moi, d'un pont ou d'une passerelle à un tel village. Il a donné l'élection. Il a donné, il prenait son argent pour donner, alors que c'est l'argent du contribuable congolais. Et lui, maintenant, il est employé par les Congolais. Ce sont les Congolais qui le payent. C'est pas lui qui paye les Congolais. Mais on dit, il a fait don aux Congolais. Un président qui fait don à la population. Vous avez déjà vu ça où? Une fois que vous avez dit ça, il faut maintenant leur poser la question. Lorsque vous êtes en conseil de ministres, vous parlez de quoi? C'est comme un père et une mère de famille qui appellent les enfants à la veille de la rentrée scolaire et leur disent on vous fait don des fournitures scolaires. Mais le rôle d'un père, c'est d'acheter les fournitures scolaires pour son enfant. Ce n'est pas un don. Le rôle d'un père, c'est d'assumer la charge de santé, la charge alimentaire. Quand un père, une mère donne à manger à l'enfant, on n'est pas en train de faire un don à l'enfant. On entend même dire, ça souvient de payer les fonctionnaires. Oui, mais vous savez, c'est pour cela que je vous parle de Vivien Manangou, je vous parle, même si je vous dis, hein, je ne dis pas que j'irai voter pour eux, mais n'empêche, écoutez ces gens-là parler, parce que le ministre, il s'assoit au conseil des ministres, élabore avec ses collègues du budget, des finances, de l'économie et tout, parmi les choses qu'on appelle la fiscalité. La fiscalité des personnes, tout comme la fiscalité des entreprises. Les femmes qui vendent au marché, on les appelle des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas des personnes, hein, attention. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à bien gérer ces gens-là qu'on se fourvoie dans la gestion de notre pays. Donc, ces femmes-là ont une fiscalité à payer et on devrait plutôt leur apprendre quelques bribes de comptabilité, hein, la comptabilité la plus simple. Maintenant, dans le document, le ministre vient payer les taxes des femmes qui vendent au marché de toute l'année. Combien sont-elles, ces femmes-là? Combien sont-elles? Qui a fixé le montant des taxes? Et qui a dit qui paye quelle taxe? Parce que toutes ces femmes ne payent pas les mêmes taxes. C'est-à-dire, moi, je suis femme au marché, j'ai une étale, ma taxe est de 50 francs, mais mes moyens, mon investissement, c'est une étale. Mais si j'en ai 2, 3, donc ma taxe est de 150 francs, ou de 200 francs, ou de 300 francs. Tout dépend de l'espace que j'occupe, tout dépend des produits que je vends. Si je vends au marché et que je vends de la cigarette ou des produits, des boissons alcoolisées ou des sodas, je n'ai pas affaire aux mêmes taxes. Par exemple, aujourd'hui dans le monde, de plus en plus de pays mettent des taxes sur des sodas pour financer les maladies liées au sucre. Tout comme on va mettre des taxes particulières sur les boissons alcoolisées pour soutenir les associations qui accompagnent ceux qui veulent sortir de l'alcoolisme. Vous voyez? Alors, est-ce que Thierry Mungala peut nous expliquer comment il a fait pour collecter les taxes de tout le monde ou pour calculer et savoir, voilà le montant de la taxe. L'argent qu'on passe dans une enveloppe de main en main, qui suppose être l'argent public, on appelle ça de la corruption et tous ceux qui sont dans cette pièce, leur place, c'est en prison. C'est des koulouna financiers. Plus généralement, c'est de la fausse monnaie et ça a été démontré. Mais déjà, l'acte corruptible est là. C'est-à-dire qu'en tant que ministre, il n'est pas chargé de recouvrer personnellement les taxes auprès des mamans du marché. Et s'il dit qu'il paye à la place d'eux, ça ne passe pas non plus parce que comment il fait pour donner comme ça à la main? Et d'ailleurs, il le fait pourquoi?
concrètement? Il le fait pourquoi? Oui, c'est une très bonne question. L'intérêt de faire ça? Oh non, comme je suis de Sibiti, je dois donc soutenir les femmes de ma région. Tribalisme. Tribalisme. Même raisonnement que ce qu'on a dit pour le pool. Même voilà. raisonnement qu'on a dit pour le pool tout à l'heure là. Et donc, voilà un pays qu'on est en train de détruire avec de tels comportements. Et Thierry Mungala ne comprend pas la gestion de la chose publique. Il filme tout ça. Vous voyez, il filme tout ça. Ils sont tous fiéreux. Ils sont tous fiéreux de faire ça. Mais mon Dieu, pitié. Après, ils viendront accuser les réseaux sociaux. Non, mais pitié. À quel moment le ministre vient donner de l'argent au maire de Sibiti? Ça veut dire quoi? Il doit être interpellé par, je ne sais pas si ça existe au Congo, la cellule anticorruption, mais bon. Mais le procureur, je ne sais pas s'il y a un tribunal à Sibiti. Ah, mais nous parlons de quel procureur? Les procureurs au Congo, est-ce que vous avez suivi le président de la Cour constitutionnelle lors de la présentation des vœux à Denis Sassou Nguesso, qui dit à Sassou, oui, malgré, en fait, en substance, c'est ce qu'il a dit à Sassou, malgré les difficultés, mais nous comptons encore sur vous parce que vous avez, voilà, la solution, vous avez la vision de... Quand on a déjà un président de la Cour constitutionnelle comme celui-là, qui déclare les choses comme ça en public. Il est vrai que depuis 2015, notre pays est en but à une impitoyable crise financière et économique. Nous constatons toutefois, avec grand bonheur, que le navire Congo n'a pas sombré. Avec vous, Excellence Monsieur le Président de la République, les Congolais apprennent que les difficultés de parcours ne sont jamais des obstacles insurmontables et que si l'on peut trébucher sur une pierre, on peut toutefois gravir une montagne. Les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation sont convaincus que notre pays rebondira. Et c'est lui qui va proclamer les résultats de mars 2026. Monsieur Perrin, ça on peut imaginer la suite. Mais ça nous renvoie à ce que vous avez dit dans cette émission. Pourquoi Oboa se comporte comme ça? Je vous dis, mais parce qu'on lui a laissé des parcelles vides. Et lui, il occupe le vide. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle, ce sont les régulatrices, les régulateurs de la démocratie. Ce sont les régulateurs de la démocratie. Ce sont les cours qui sont censés invalider certaines décisions du président, du premier ministre, du gouvernement, quand ce sont des décisions qui sont anticonstitutionnelles. Regardez comment ils se comportent eux-mêmes. Vous savez que il a annoncé François Hollande a fait entrer une pratique en politique en France, c'est-à-dire que avant de faire passer une loi à l'Assemblée, il commence d'abord par proposer le texte au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité du texte. Et François Hollande a renoncé à présenter à l'Assemblée beaucoup de textes parce que le Conseil constitutionnel lui a dit non, là, ça ne passera pas. Parce qu'il sait que si ça passe à l'Assemblée, encore que si un opposant sollicite le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que je fais? Et donc, il a fait les choses à l'envers et c'est devenu un peu plus une pratique. Vous voyez? Or, nous avons le système judiciaire qui vient prêter allégeance au président de la République. Et donc, ce système judiciaire ne peut plus protéger la démocratie. La justice est essentielle pour protéger les populations, les libertés individuelles, les libertés collectives, pour protéger les faibles face aux forts. C'est ça le rôle de la justice. C'est-à-dire, vous êtes égaux devant la loi. D'où, en France, on peut condamner Nicolas Sarkozy, on peut poursuivre Marine Le Pen, oui. D'où, aux États-Unis, même si Donald Trump joue les mécaniques, mais il a bien vu que la justice a pu le condamner à certains moments. Et donc, dans notre pays, nous sommes en train de faire le mailloteau politique, même au plus haut niveau de l'État. On a vu avec Thierry Mungala, on a vu avec le président de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle, on le voit avec un sénateur, Oba Pounou,
qui écrit au ministre de la Justice pour dire que ma petite fille doit être admise au concours de la magistrature et elle est admise, aucune enquête. Et c'est passé, hein, inaperçu là, personne n'a réagi là, il n'a pas été interpellé, personne n'en parle. Comme le procureur de la République qui dit à un humoriste qui imite bien le procureur, je te demande d'aller faire le concours de l'ENAM, je t'assure que tu seras admis, et il est admis. Dans quelle république nous sommes? Dans quelle république nous sommes, Didier Mouni? Et vous avez donc, voilà, vous allez avoir des magistrats formés, et des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont admirer Sassou. Merci Didier Mouni Volo d'avoir été avec nous, d'avoir décrypté évidemment l'actualité congolaise. Avec nous, on avait un dernier sujet, mais le temps ne nous le permettra pas. Malheureusement, on y reviendra prochainement, mais je vous laisse quand même 2 minutes pour conclure là-dessus. C'est sur, l'OIF, c'est-à-dire le Rwanda qui veut imposer ou qui demande la reconduction de Mushikiwabo, vous la connaissez, la secrétaire de l'OIF, alors que c'est un pays presque qui avait quitté la francophonie, qui n'est plus francophone. En plus, et à côté, nous savons qu'il y a d'autres pays qui peuvent mieux représenter ce poste. Alors, moi, si j'ai une intervention à faire par rapport à l'Organisation internationale de la francophonie et surtout au fait que le Rwanda demande la reconduction de Louise Mushikiwabo, nous avons appris avec le comportement de Donald Trump que les organisations internationales naissent, mais peuvent aussi disparaître. La preuve, Donald Trump vient de retirer les États-Unis dans une soixantaine d'organisations internationales affiliées à l'ONU. Et moi, je donne un conseil aux présidents africains et notamment à Tshisekedi. La RDC est le premier pays francophone au monde. Le pays le plus vaste, le plus vaste, c'est plutôt le Canada, mais c'est surtout le plus peuplé. Et donc, c'est là où on trouve le plus de francophones. Et on connaît le comportement du Rwanda de Kagame vis-à-vis de la RDC depuis quand Louise Mushikiwabo était ministre des Affaires étrangères de Kagame. Elle est ministre des Affaires étrangères. Donc elle est impliquée dans cette agression, en fait. Totalement. Soit les pays francophones, et puis pour le Congo-Brazzaville, on sait très bien que le Rwanda n'a pas voté pour le candidat du Congo à l'élection du directeur général de l'UNESCO. Donc le Rwanda n'a pas voté pour nous. Donc ce qui suppose que soit à compter de maintenant, le secrétaire général de la francophonie sera membre d'un pays de la francophonie, ou soit on met fin à la francophonie parce qu'on ne voit pas ce que ça nous apporte. Voilà. Il faut maintenant être clair. Les Européens, les Français, les Danois et autres ont dit, si les États-Unis occupent le Groenland, nous quittons l'OTAN. Ça suppose que l'OTAN, d'ici là, risque de mourir. Donc, ça vient valider le fait que les institutions internationales naissent et disparaissent, peuvent disparaître et disparaissent. Oui, mais est-ce que les représentants de nos États ont ce courage de le demander? Ah, mais ça leur appartient. Ça leur appartient. Regardez depuis que Louise Mushikiwabo est là. Lorsque François Hollande a proposé, je crois que c'est sous François Hollande que Louise Mushikiwabo est passée à ce poste, j'étais un des rares à faire des vidéos là-dessus et de dire je suis contre parce qu'avec le comportement du Rwanda en RDC, elle va tuer la francophonie. Lorsqu'il y avait cette Canadienne qu'on appelait, comment on appelle ça, Michel Jean, hein, cette Canadienne Michel Jean, la francophonie intervenait quand les élections se passaient mal. La francophonie disait quelque chose. Elle faisait des déclarations, elle contestait parfois. Michel, moi, je me souviens de ces prises de position. Et depuis que Louise Mushikiwabo est là, plus personne ne sait si la francophonie existe ou pas. On ne sait pas ce que la francophonie fait. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut que les pays francophones reprennent le secrétariat général de la francophonie. C'est leur organisation. C'est notre organisation. Vous ne pouvez pas le confier à une Rwandaise alors que le Rwanda a quitté la francophonie pour le Commonwealth. C'est quand même curieux. Vous n'allez pas héberger chez vous un homme ou une femme qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, mais qui dit, bon, je vais quand même continuer à dormir chez vous, manger sur votre budget, m'habiller avec votre budget, mais entre-temps, j'aime une autre personne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on soit jaloux de notre organisation francophone. Le Rwanda passe son temps à critiquer la francophonie. Kagame, écoutez le discours de Kagame quand il retire le Rwanda de la francophonie. Et au nom de quoi? Et d'ailleurs, à la place de Louise Mushikiwabo, c'était Henri Lopez. Malheureusement, oui. Donc, voilà.
Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. Merci Didier Mouni Ivolo. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Et les petits gestes à faire, n'oubliez pas, ça compte beaucoup pour nous, vous le savez, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces sujets que nous venons d'aborder avec Didier Moinivolo, surtout sur ce qui se profile. Nous devons tous être attentifs parce que c'est notre nation, c'est notre pays, c'est notre population. Ce sont nos parents, nos enfants, nos mamans. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Que les deux là trouvent un autre terrain, un autre ring, s'ils veulent aller se battre en ces eaux, mais qu'on laisse désormais cette partie tranquille. Elle a trop souffert. Trop souffert. Merci, c'est sur ces notes que je vous prends donc congé. On se retrouve très prochainement. Merci.